Bien, donc nous commençons ici aujourd'hui un nouvel entretien qui s'intitulera Vivre la scientologie de l'intérieur et qui va nous être présenté par Éric Roux. Et nous n'allons pas avoir de PowerPoint, nous n'allons pas avoir d'image, ce sera purement un entretien, un dialogue, et à la fin, tout le monde pourra poser, bien entendu, des questions. Donc maintenant que vous avez vu le titre, j'arrête de partager l'écran, et comme ça, nous pouvons nous voir, et c'est beaucoup plus agréable à faire que lorsqu'on a des PowerPoint. Mais c'est vrai que le PowerPoint est bien quand c'est un petit peu compliqué, il faut suivre un plan un peu compliqué, tandis que là, ce ne sera pas un plan. Et puis aussi quand il y a des photos à montrer, des diagrammes, etc. Donc, en premier, je voudrais d'abord remercier tous les amis qui sont en train de suivre, hein, et puis évidemment remercier Eric qui a accepté de se prêter à ce jeu des questions, hein, tout à fait un ami, puisqu'on se connaît déjà depuis plusieurs années. Quand je lui ai proposé de nous parler de sa propre expérience, il a tout à fait trouvé ça passionnant. Il a trouvé ça tout à fait passionnant et a accepté donc de faire ça. Alors, en premier, je vais te demander, Eric, de te présenter, parce qu'en fait, bon, j'ai dit que tu faisais partie des scientologues, de l'Église de Scientologie, mais je ne sais pas, je n'ai pas donné ta fonction exacte. Ok, alors je suis Éric Roux et je suis le vice-président du bureau européen de l'Église de Scientologie pour les affaires publiques et les droits de l'homme, et je suis aussi toujours le président de l'Union des Églises de Scientologie de France. Donc j'ai des fonctions européennes et des fonctions en France. D'accord, très bien. Alors, on abordera trois sujets principaux pour avoir un petit peu d'ordre, hein, dans nos questions. En premier, je te demanderai quelle est ton expérience personnelle en tant que scientologue. Mhm. Deuxièmement, ton expérience en tant que membre du clergé de l'Église de Scientologie et en tant que représentant officiel, hein, de l'Église auprès des organismes internationaux, notamment à Bruxelles, mais pas qu'à Bruxelles. Et ensuite, et ça c'est un sujet évidemment, je pense, sur lequel la plupart des gens auront des idées, la perception de la scientologie en France et à l'étranger, vue, cette perception de la scientologie, mais vue de l'intérieur de la scientologie. Très bien, Voilà, parfait. tu es d'accord? Je suis absolument d'accord, Bon, Bernadette. alors on y va. Alors, pour que nos amis comprennent bien, est-ce que tu peux, j'aurais pu le faire, mais je trouve que c'est beaucoup mieux si c'est toi qui le fais. Est-ce que tu peux rapidement donner l'histoire de l'Église de Scientologie et les principaux enseignements? D'accord, alors l'histoire de l'Église. L'Église de Scientologie est née en 1954 officiellement. Elle est née autour des travaux du fondateur de la scientologie, en fait, de celui qui a développé la scientologie, c'est-à-dire Ron Hubbard. Et Ron Hubbard a travaillé au départ sur ce qu'on a appelé au début une thérapie qui était non religieuse, qui s'appelait la dianétique. Et dans la suite de ses travaux, il a étendu ça à des choses beaucoup plus spirituelles. Et est arrivé en 1954 l'idée, avec les premiers scientologues, qu'on était dans le domaine du religieux et qu'il fallait donc fonder une église. Et c'est comme ça que l'église a été fondée aux États-Unis. Elle s'est rapidement étendue d'abord dans les pays anglo-saxons, pour dire vrai, les pays de langue anglophone. Et puis, à partir de la fin des années 50, elle a commencé en France, par exemple, en 1959. Et aujourd'hui, elle est dans plus de 153 pays. Alors, les principaux enseignements, c'est assez délicat puisqu'il y a tout de même un nombre d'écrits du fondateur Ron Hubbard qui est impressionnant. Et donc, vous résumez, je vais essayer un petit peu. Je dirais que le premier principe le plus important est que vous, moi, nous, chacun d'entre nous, nous ne sommes pas notre corps et nous ne sommes pas notre mental, mais nous sommes des êtres spirituels qui ne meurent pas au moment de la mort du corps, donc qui survivent à la mort du corps. Et à partir de là, tout le travail de la scientologie est de faire en sorte de retrouver à la fois la compréhension et la connaissance de sa propre nature spirituelle et une liberté spirituelle totale, ce qui inclut bien sûr la possibilité de ne pas perdre la conscience qu'on a d'une vie à l'autre, mais ce qui inclut beaucoup d'autres choses. Et c'est une philosophie religieuse appliquée, c'est-à-dire qu'elle a pour but de toucher tous les domaines de la vie et que son application puisse permettre d'améliorer
les différentes zones dans lesquelles on vit. C'est-à-dire, ce n'est pas une philosophie qui nous retire du monde, c'est une philosophie qui cherche à traiter, à partir d'un point de vue spirituel, l'ensemble des problématiques que peuvent rencontrer les hommes dans leur vie. Quand je dis les hommes, c'est les hommes et les femmes, bien Oui, entendu, oui, hein. oui, 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 d'accord. Très bien. Alors, de toute façon, je pense qu'au cours de la discussion, tu nous réexpliqueras certains points à partir Bien de ton sûr, expérience. Très bien. Alors, je voulais savoir, je sais un petit peu, mais je voudrais quand même que tu nous précises, comment tu es devenu scientologue? Est-ce que tu fais partie des deuxième génération ou est-ce que tu en as entendu parler par des amis, par la famille, par les médias? Est-ce que tu as été contacté par des missionnaires? Comment tu es devenu scientologue et il y a combien de temps? alors, je suis devenu scientologue en 1993. J'avais donc, je vais vous dire, tout le monde va deviner mon âge, j'avais 21 ans. Et en fait, j'ai connu, moi j'avais une recherche spirituelle assez poussée depuis de nombreuses années. J'avais un petit peu butiné par-ci par-là, j'avais pratiqué le yoga, j'avais étudié la Bhagavad Gita, le bouddhisme, les écrits bibliques, enfin je m'étais un peu intéressé à tout. Et en fait, c'était une petite amie à moi de l'époque qui était scientologue et qui m'a amené pour la première fois à l'église où j'ai été par curiosité. Quand j'y ai été, c'était l'église qui existe toujours dans le 17e arrondissement de Paris. J'ai acheté quelques ouvrages que j'ai dévorés et je dois dire que je pense que je suis devenu scientologue dès la lecture des premiers ouvrages que j'ai lus. Ça a fait un... Enfin, pour moi, c'était une évidence que c'était ce que j'avais toujours recherché. Et ensuite, je suis retourné à l'église, j'ai pratiqué la scientologie, j'ai vu que ça marchait pour moi et je n'ai jamais quitté l'église. Et d'ailleurs, très rapidement, j'ai joint le clergé de l'église au bout de quelques mois. D'accord. Et alors, justement, est-ce que tu peux, puisque c'est quand même là quasiment une conversion sur le chemin de Damas, hein, rapide, Mhm. hein, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a convaincu, enfin, ensuite, ce qui t'a convaincu d'adhérer et ensuite ce que ça t'a apporté de pratiquer la scientologie? Alors, ce qui m'a convaincu que j'avais trouvé la philosophie que je recherchais, ce sont les écrits de Ron Hubbard. C'est-à-dire que j'ai trouvé une telle intelligence une telle résonance avec ce qui correspondait à ma propre observation que j'avais déjà aucun doute après avoir lu les écrits. Et après, c'est la pratique de la scientologie. Donc, la pratique de la scientologie, je suis obligé d'en dire quelques mots pour expliquer ce que c'est. On va dire qu'il y a une partie d'études. On étudie la scientologie et d'une certaine manière, c'est un peu gnostique, c'est-à-dire qu'on considère que la connaissance rend libre. Mhm, Donc, mhm, il y a une partie d'études, mais il y a aussi une partie qui s'appelle l'audition. L'audition, c'est une pratique fondamentale de la scientologie. C'est un ensemble d'exercices de type spirituel qui ont été développés par Ron Hubbard au fil des années, extrêmement codifiés. Et il y a beaucoup d'exercices qui se font dans un certain ordre et sur lequel je pourrais revenir un petit peu plus tard. Mais disons que la pratique de l'audition a été en fait ce qui, quand on voit le résultat, quand on expérimente le résultat, on n'a plus de doute. Et c'est ça qui m'a complètement convaincu, je dirais, ensuite de continuer et de faire tout ce que j'ai fait depuis. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que, alors je pense que c'est Gordon Melton qui a employé le terme le premier, mais j'en suis pas sûre. On a appelé la scientologie une gnose technologique. Ouais. Et c'est cette idée, en fait, d'accéder à une connaissance de l'être profond pour se connaître et éventuellement, dans la gnose, accéder à un certain niveau de divinité, hein. Alors, il y a plusieurs types de gnose, hein, Bien sûr. mais ça, c'est intéressant. Et quand j'avais lu justement cette expression, j'avais trouvé ça effectivement très approprié. Je pense personnellement qu'elle est très appropriée. Ouais, ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement comment l'audition fonctionne? Est-ce que tu peux expliquer? Parce que bon, moi je connais le principe de enfin j'ai été testée par l'électromètre, etc. Mais est-ce que tu peux expliquer ensuite les différents cours, comment ça fonctionne? Oui, je peux. Alors, l'audition, d'abord, ça se pratique avec un auditeur. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est formée en scientologie, qui sait exactement comment ça marche et qui va suivre des procédures exactes pour arriver à des résultats précis.
L'audition, donc, elle se fait à deux. On va avoir un auditeur qui va aider la personne en face d'elle en dirigeant son attention par des questions orales, ça se fait de manière orale, qui amènent la personne soit à développer des concepts, soit à se rappeler des choses du passé. Et alors, je dirais qu'il y a eu plusieurs phases. Les premières techniques d'audition qui commencent avant la scientologie, mais qu'on retrouve dans le livre La Dianétique de 1950, c'est les techniques qui cherchent à retrouver des moments de trauma passés et en les parcourant, à enlever je dirais, les implications à la fois psychosomatiques ou qui créent de l'aberration chez soi, en parcourant ces moments de trauma, c'est-à-dire des moments d'inconscience et de douleur qui sont à la source des maladies psychosomatiques et à la source de beaucoup d'aberrations. Donc, toutes les premières techniques… Explique mieux aberration. Une aberration, c'est tout ce qui n'est pas rationnel, c'est-à-dire, on va dire par exemple que vous avez des émotions indésirables. Vous vous retrouvez dans un endroit et tout d'un coup, vous vous sentez triste sans aucune raison. Ben, ça, c'est une aberration parce que cette émotion, elle ne correspond pas à ce qui se passe. Si vous avez de la tristesse parce que vous avez perdu quelqu'un, c'est tout à fait normal. Mais si à chaque fois que vous passez sous un lampadaire, vous vous sentez triste, on peut soupçonner qu'il y a quelque chose qui crée cette tristesse qui n'est pas du domaine du rationnel. Donc, ce sont le genre de choses qui se résolvent par l'audition. Et après, il y a plein d'autres techniques qui se sont développées dans les années, par exemple en 1952, il s'est beaucoup plus orienté sur des techniques qui avaient à voir avec, je dirais, la faculté de créer des images mentales indépendamment du passé. Donc, il y a toute une catégorie de techniques qui sont de cette nature. Et puis après, il est revenu sur d'autres techniques qui traitent le passé. Et l'ensemble de toutes ces techniques qu'il a développées pendant à peu près 30 ans ont formé le corps de l'audition de la scientologie qui se fait étape par étape, comme je l'ai dit, de manière codifiée. Et on fait une étape. Une fois qu'on a réussi cette étape et qu'on a le résultat de cette étape, on va faire la suivante. Et c'est comme ça qu'on progresse. Moi, j'avais été très étonnée enfin très étonnée, non, parce que je connaissais en gros les principes, mais quand j'étais à Clearwater, donc là où se font les enseignements supérieurs en Floride, il y a 2, 3 ans, j'avais vu comment les gens venaient. D'abord, il y avait énormément de gens, beaucoup d'Italiens d'ailleurs, hein, tu pourras dire ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de scientologues en Italie, mais ils étaient avec donc quelqu'un à côté, puisque c'est tout le temps des cours de 1 à 1, hein, et il y avait des fiches avec des cases, et on leur posait des questions comme ça, et il fallait, et après on cochait selon la manière dont ils avaient répondu, mais tout était effectivement excessivement codifié. Alors ça, c'est très impressionnant de voir ça. Et alors justement, est-ce que tu peux, puisque l'idée de résoudre des traumas de l'enfance ou même pendant la grossesse de la mère, etc., quelle est la différence avec la psychanalyse? Alors, déjà, ce dont j'ai parlé sur les traumas de l'enfance, un peu plus tard, on est passé aussi sur les traumas des vies passées. C'est la Dianétique ne traite pas des vies passées, mais en travaillant avec beaucoup de gens, on s'est rendu compte que finalement, si on voulait vraiment résoudre certaines choses, il fallait remonter avant la naissance et dans des vies passées. Donc, en fait, la première différence avec la psychanalyse, je dirais que c'est le but. C'est-à-dire que l'objectif de l'audition de scientologie n'est pas de vivre de manière plus sociale, n'est pas d'être plus acceptable, n'est pas de ne plus être fou, n'est pas… L'objectif, c'est vraiment la liberté spirituelle totale. On est dans un objectif qui est sensiblement, qui pourrait presque se formuler comme l'objectif du bouddhisme, la fin de la renaissance et des renaissances et des morts successives et sans fin. Donc, comment on va libérer d'être spirituel et lui redonner la complète conscience de lui-même en tant qu'être spirituel distinct du corps. Donc, on a déjà une différence fondamentale d'objectif. Après, on a une différence, je dirais, de technique, parce que ce ne sont pas les mêmes techniques. Elles sont beaucoup, beaucoup plus codifiées en scientologie. Elles sont beaucoup plus précises. On cherche des choses précises. On ne laisse pas une personne parler pendant des heures sur des choses sur lesquelles elle a envie de parler. On cherche des éléments précis avec un résultat. Donc, du coup, c'est rapide. Les résultats sont rapides. Et je dirais que la troisième différence, qui est peut-être plus anecdotique, mais qui est quand même importante, c'est dans la manière de faire, avec une déontologie particulière, puisque je vais donner un exemple. En scientologie, l'auditeur n'a absolument pas le droit de dire à la personne en face de lui ce que cette personne doit penser de son propre cas. Jamais un auditeur ne se permettra d'analyser ce que l'autre
va découvrir. L'auditeur, il est juste là pour appliquer les procédés et permettre à la personne de découvrir pour elle-même et de se libérer par elle-même. Donc, le psychanalyste qui va dire à la personne en face, voilà, ah oui, tu as rêvé telle chose, eh ben, ça veut dire que ceci ou cela. Ou tu me parles de ton enfance, mais c'est parce que blablabla. En scientologie, il est immédiatement, il est plus praticien immédiatement, parce que ça ne se fait pas, parce qu'en fait, ça crée à la fois une dépendance pour la personne en face vis-à-vis du psychanalyste, et en plus, on s'est rendu compte que le seul qui peut vraiment découvrir sa propre vérité, c'est soi-même. Et ça ne peut pas être dit par quelqu'un d'autre parce que ce sera jamais, ça n'a plus, c'est plus cognitif, c'est juste on prend quelque chose de l'extérieur et on le colle, quoi. Je ne sais pas si je suis clair, mais je fais ce que je peux. Ouais. Mais alors, et les auditeurs, dans ce processus-là de progrès, c'est-à-dire de peler les pots d'oignon, si je peux dire, pour arriver au cœur de soi-même, c'est tout le temps le même auditeur ou ça change d'une fois sur l'autre au cours des auditions? Non, on essaye de ne pas changer, D'accord, enfin, le moins possible. Ça peut d'accord, être un autre auditeur, bien sûr. Je veux dire, on peut très bien se faire auditer dans une église en France, et puis après on déménage, on est aux États-Unis. L'auditeur ne va pas se déplacer pour aller auditer aux États-Unis. Donc il y a des changements d'auditeurs, mais on tente de ne pas les changer. D'une séance à l'autre, ça va être toujours le même sur plusieurs mois. Voilà. d'accord. Et alors justement, ce que tu dis là sur la nécessité pour l'individu de retrouver en fait son moi profond et surtout son essence spirituelle et sa liberté spirituelle, ça montre bien l'évolution vers un programme religieux et vers effectivement un fonctionnement totalement religieux. Et donc, ça explique pourquoi la scientologie a fini par être reconnue comme une religion aux États-Unis. Alors chez nous, évidemment, c'est un petit peu plus difficile, hein, mais est-ce que tous les gens qui pratiquent la scientologie, qui viennent prendre des cours, qui viennent faire des auditions, est-ce qu'ils considèrent qu'ils sont entrés dans une religion spécifique? Je pense qu'il y a autant de raisons pour commencer à étudier la scientologie qu'il y a de personnes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui vont arriver sans démarche religieuse et ils veulent juste résoudre un problème. Parce que, comme je l'ai dit, la scientologie, en fait, elle s'applique à tous les problèmes de la vie et surtout, elle a été, je dirais que les principes de base ont été mis et comment l'expliquer? Disons il y a des cours, par exemple, pour plein de choses. Vous pouvez venir faire un cours pour sauver votre mariage. Vous pouvez venir faire un cours pour mieux vous organiser dans la vie. Parce que, comme je l'ai dit, L. Hubbard a beaucoup écrit, et il a écrit sur des sujets véritablement divers et variés, mais toujours avec cette même idée que si on applique la technologie de scientologie aux problèmes de la vie spécifiques, on peut en obtenir des résultats concrets. Donc, il y a des gens, ils viennent pour résoudre quelque chose dans leur vie, quoi que ce soit. Et au départ, ils ne vont pas forcément considérer dès la première semaine qu'ils ont une nouvelle religion ou que c'est religieux. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'au fil du temps, il y a un moment où ils vont réellement prendre conscience qu'ils sont en train, en fait, de travailler sur l'aspect spirituel de la vie, sur leur libération personnelle spirituelle, et qu'ils entrent dans le domaine de la religion. Alors bien sûr, on n'est pas forcément dans une religion très western, je dirais, très occidentale. Ah oui, Il oui, western, c'est pas le bon mot parce qu'on voit les Indiens et les cow-boys, hein. Absolument, je voulais dire occidental. Donc, on est disons, d'un premier abord, on est plus proche des religions orientales, comme le bouddhisme, hein, qui est certainement la religion qui est la plus cousine, si je peux m'exprimer ainsi, de la scientologie, que du christianisme, de l'islam. Même si, en fait, quand on étudie la gnose chrétienne, par exemple, ou certains mystiques chrétiens, on peut retrouver, bien sûr, des concepts qu'on retrouve en scientologie, ou en tout cas où on peut faire les parallèles. Alors justement, puisque tu parles de ça, on sait très bien aussi qu'on peut suivre des cours de scientologie, être dans la scientologie et garder une religion qu'on aurait, disons, auparavant, qu'on pratiquait auparavant. On peut être catholique et prendre des cours de scientologie, peut être musulman, prendre des cours de scientologie. Comment tu expliques alors ce paradoxe? Euh, pour nous, c'est pas un paradoxe en fait, parce que finalement, bon, c'est sûr qu'on est de la même cette manière, on est habitué à des religions dans lesquelles, pour pouvoir se convertir, on est obligé d'apostasier si on avait une religion différente auparavant. Ça n'existe pas en scientologie. Une personne rentre, on ne lui demande pas quelle est sa religion, elle vient, elle étudie, elle met en pratique, et c'est tout ce qu'on lui demande.
Mhm. Euh, et donc, on a dans les faits, moi qui ai quand même pas mal voyagé, mais même en France, on a eu des prêtres catholiques qui étudiaient la scientologie, on a eu des protestants qui étudiaient la scientologie, on a eu beaucoup de juifs qui étudient la scientologie, on a des musulmans, on a dans d'autres pays des pans entiers de musulmans qui étudient, des bouddhistes. Enfin, on a toute cette expérience. Je me rappelle à Londres avoir vu un sikh parler à une fête scientologue et expliquer que la scientologie lui permettait d'être un meilleur sikh, parce qu'il considérait que ce qu'il apprenait en scientologie, eh ben, ça lui permettait d'être plus sincère et plus efficace dans sa pratique de la religion sikh. Donc, pour nous, ce n'est pas un problème. Après, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure que les gens progressent en scientologie, peut-être la première année, ils vont dire je suis catholique et j'étudie la scientologie, et puis au fil du temps, le discours va changer, et ils vont dire je suis scientologue et j'ai une culture catholique ou j'ai une culture juive. Donc c'est vrai qu'ils vont pratiquer, ils vont peut-être continuer à fêter Hanouka s'ils sont juifs, mais leur religion va devenir de facto la scientologie plutôt que le judaïsme en tant que tel. Bon, mais ce n'est pas quelque chose qui est demandé en arrivant, ni à aucun moment. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, moi, j'ai interviewé quand j'étais il y a 2 ans à Los Angeles, euh, des Noirs de la Nation de l'Islam. Donc, la Nation Mhm. de l'Islam qui est, pour, si les gens ne connaissent pas ce que c'est un groupe d'Afro-Américains. C'est né dans les années autour de la Deuxième Guerre mondiale, dans les ghettos de Détroit, puis après de Chicago, etc. Mais ça s'est prétendu un groupe musulman, mais en fait, c'est un islam revu et corrigé pour en fait rendre leur fierté aux Noirs. C'est-à-dire que c'est un islam qui va prendre la Genèse, la Bible par exemple, mais Adam est noir, les hommes originaux, originels sont des Arabes d'Arabie, mais ils sont noirs, etc., etc. Et donc l'homme parfait est noir, et puis ensuite il va y avoir un méchant garçon qui en a marre de cette perfection sur Terre, et comme c'est l'époque des manipulations génétiques qui commencent à être connues, il va, enfin à l'extérieur dans la société américaine, hein, il va pratiquer des manipulations génétiques et il va créer une race horrible, diabolique, qui est la race blanche. Donc, on comprend le phénomène de renversement. Et donc, moi, j'avais essayé de les étudier quand j'étais allée à Chicago il y a fort longtemps. Maintenant, j'ose même pas y penser, mais ça fait 40 ans. Mais comme j'étais blanche, et c'est un groupe qui refusait tout contact avec les blancs, hein. Donc, j'avais absolument pas pu leur parler ni rien, alors qu'ils ont beaucoup de centres à Chicago. Et donc, j'ai appris que les membres de la Nation de l'Islam, beaucoup d'entre eux étaient scientologues, leur président actuel, leur prophète actuel, qui est Louis Farrakhan, suivait les cours, etc., etc. Et j'étais absolument sidérée. Et il s'est trouvé que quand j'étais donc à Los Angeles, puisque j'ai eu la chance de pouvoir interviewer des gens là-bas au centre vraiment de la scientologie, au centre des célébrités, est passé un monsieur, un bel afro-américain. Mon amie Janet me dit ah mais c'est un tel, et enfin Tony Mohamed. Bon, comme je retiens pas du tout les noms, je me suis demandé qui c'était, donc je lui ai dit mais qui c'est, même dit mais enfin c'est le responsable de la nation de l'islam, de la nation de l'islam. Oh, donc j'ai dit mais est-ce que je pourrais l'interviewer? Et elle me dit: «Oui, oui, bien sûr, il y a pas de problème, je vais l'appeler» et cetera. Donc il passait, il allait suivre des cours, elle lui envoie un texto, il répond: «Oui, oui, je viendrai lui parler à cette dame à la sortie de mon cours» et donc moi je dis: «Chouette, je vais lui demander pourquoi comment ça se fait qu'il soit dans un groupe religieux qui est essentiellement composé de blancs. Enfin, à part la nation de l'islam, c'est quand même très blanc. C'est un groupe très américain à l'origine, bien anglo-saxon, WASP anglo-saxon, si je peux dire. Bon, pas très protestant, mais c'est quand même, ça frappe hein, quand on voit ça, surtout si on est habitué à d'autres groupes sociaux aux États-Unis. Donc, quand il vient, alors elle me dit: «Non, non, faut pas lui demander ça, c'est pas correct et cetera de demander ça». Bon, j'étais un peu embêtée parce que j'avais bien envie de lui demander. Il revient donc au bout d'une heure, il se présente donc et il me dit qu'il est le numéro un de la nation de l'islam à l'ouest du Mississippi. Donc là, j'étais dans un western, si je peux dire, et il me raconte sa vie. C'est-à-dire, en fait, j'ai même pas eu besoin de lui poser beaucoup de questions, c'est pas comme avec toi. Il me explique tout ça. Il venait de la Géorgie, milieu
dans le ghetto, enfin le racisme le plus absolu, et il a fréquenté des pasteurs noirs chrétiens, donc, je sais, alors avant, hein, et puis à Los Angeles notamment un monsieur qui s'appelle Alfredi, et qui lui a dit: «Mais tu sais, moi j'ai découvert quelque chose qui m'a permis de complètement, redresser tout ce qui n'allait pas dans ma vie et dans ma tête. C'est absolument fabuleux, il faut absolument que tu viennes». Et donc il lui a dit: «Ça s'appelle la scientologie». Alors, Tony Mohamed ne savait pas trop ce que c'était. Il vient à une réunion et là il me dit, et donc il répond à la question que je ne lui avais pas posée, pour mon plus grand bonheur, et il me dit: «Quand je suis arrivé là, j'ai vu que des blancs», donc il dit, à l'américaine, il dit des caucasiens. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? Ces gens-là, ils nous ont tués, ils nous persécutent, ils veulent, en fait, notre génocide. Qu'est-ce que je fous là?» Donc j'ai failli partir, mais bon, par égard pour, mon ami qui m'avait amené là, j'ai pas osé faire un numéro, quoi. Donc je suis restée et puis je suis jamais partie, et il m'a dit ce que tu as dit, le sikh, c'est-à-dire, il m'a dit: «En fait, depuis que je suis les cours de la scientologie, que je progresse et cetera, je suis un meilleur musulman, et en plus, je ne vois plus la couleur de peau. Donc vous, je ne sais pas de quelle couleur vous êtes». Alors j'étais émerveillée, donc je me suis dit: «Il y a vraiment un miracle, il faudrait que beaucoup plus alors évidemment, je vais faire du prosélytisme, mais il faudrait que beaucoup plus de gens soient scientologues si ça permet de résoudre tous les problèmes de race». Bon, pardon, c'est toi qui es censé parler. Écoute, Alors, oui, je confirme ce que tu as dit. Enfin, je n'étais pas là quand tu as eu cette discussion, mais c'est hein, vrai. Il y a d'autres exemples. Il y a hein. un exemple qui est l'exemple des Druzes en Israël. Ah oui, Euh, ben explique. Bah, les Druzes, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mouvement ésotérique issu de l'islam, bien qu'aujourd'hui ils ne se considèrent pas comme de l'islam, ils se considèrent complètement à part, qui existe principalement, on va dire, Israël, Liban, et peut-être la Syrie un petit peu, À l'ouest, oui. Mmh. ouais. Et qui est un mouvement finalement très fermé, très secret, il faut être initié pour connaître les secrets des Druzes. Bref, depuis plusieurs années maintenant, les Druzes en Israël se sont intéressés à la scientologie, au point où il y a même des églises qui s'ouvrent maintenant en Israël, qui sont des églises, des missions de scientologie, mais qui sont tenues à la fois par des scientologues et par les Druzes. Et ils travaillent ensemble sur la scientologie, les Druzes étudiant la scientologie. Moi, ça m'est arrivé d'aller les visiter là-bas et d'avoir même le droit de voir certains écrits sacrés des Druzes qui, normalement, sont absolument secrets, mais parce que j'étais scientologue. Donc, c'est un autre, je dirais, c'est plus facile, je pense, de comprendre qu'un prêtre catholique va étudier la scientologie. Imaginez que les Druzes en arrivent à ce point de se reconnaître dans la scientologie. C'est assez surprenant, mais c'est des choses qui arrivent effectivement. Alors ça, oui, c'est très étrange parce que moi, je suis allée plusieurs fois chez les Druzes au Liban, dans le Chouf, hein, et chez des cheikhs, hein, qui nous ont expliqué la religion, et on sait très bien que tout ce qu'ils nous expliquent, en fait, un bon tiers est faux, puisqu'ils ne veulent pas que les extérieurs connaissent leur religion, puisque c'est éminemment ésotérique, hein. Et donc leurs écrits, comme tu dis, hein, ils ne sont pas accessibles. D'ailleurs, il y a très peu d'écrits, hein. C'est surtout une transmission orale, hein. Et donc ça m'a vraiment intriguée, puisque j'étais à Jérusalem justement, et j'étais avec tes amis scientologues de Tel Aviv qui m'ont expliqué ce qui se passait chez les Druzes. Alors ça aussi, ça m'a complètement sidérée de voir ça. Et on m'avait dit aussi que vous aviez beaucoup de programmes, enfin l'église de Tel Aviv, puisque je ne crois pas qu'il y en ait à Jérusalem, avec les Palestiniens. Alors comment ça se passe chez les Palestiniens en Cisjordanie, donc? Bah, disons que internationalement, on a beaucoup de programmes sociaux, programmes caritatifs, dont certains qui vont être sur la prévention contre les drogues ou des programmes interreligieux, des programmes avec un code moral, etc. Donc, en ce qui concerne la Palestine, on a effectivement des groupes qui travaillent avec des Israéliens, des Palestiniens de manière ensemble, je dirais. Beaucoup avec un petit livret qui s'appelle Le chemin du bonheur, qui est un code non religieux avec des préceptes pour vivre heureux et qui est distribué. On organise des ateliers pour que les gens finalement trouvent une sorte de boussole morale dans leur vie qui apaise les relations avec leurs voisins. Parce que finalement, c'est un problème de relation de voisinage. Donc ça fait partie des programmes. Il y a des programmes anti-drogue. Il y a des programmes aussi, on a beaucoup de programmes contre l'illettrisme.
et pour aider les jeunes à pouvoir étudier. Donc ça, ce sont des programmes qui sont menés effectivement en Cisjordanie et avec les Palestiniens. Très bien. Je suis intriguée là par ce que tu as ici, ton pendentif, parce que vous avez un pendentif scientologue avec un S pour scientologie et tout ça. Qu'est-ce que c'est? Alors écoute, mon pendentif, c'est un triple pendentif. Ah, Attends, est-ce que tu vois là, je sais pas oui, je si vois une croix. D'accord, oui, très bien, je vois une croix. une croix à 8 branches en fait. Je sais pas Oui, si alors ça se voit explique bien. alors. La croix à 8 branches, c'est un des symboles de l'Église de Scientologie. Les 8 branches symbolisent ce qu'on appelle les 8 dynamiques. Dynamique. En Scientologie, on considère que l'impulsion fondamentale de toute vie, c'est survivre. Mais que la survie, en fait, on ne survit pas uniquement pour soi-même. On n'est pas dans le loup est un loup pour l'homme. En fait, la survie et la dynamique fondamentale se subdivisent de manière pratique, je dirais, en 8 dynamiques. La première dynamique, c'est la survie en tant qu'individu, à travers le fait de vivre en tant qu'individu. La deuxième dynamique, c'est la survie à travers le sexe et la famille, donc les enfants. La troisième dynamique, c'est, on va faire un cercle concentrique un peu plus large, la survie pour et à travers les groupes, tous les groupes, c'est-à-dire votre club de sport, c'est un groupe, mais votre nation, c'est aussi un groupe. Donc on pense qu'on survit à travers les groupes. Ensuite, la quatrième dynamique, c'est la survie à travers l'ensemble de l'humanité, donc l'impulsion à survivre de l'humanité à travers l'humanité. La cinquième dynamique, c'est la dynamique qui englobe toutes les formes de vie. Donc, ça va englober les plantes et les animaux aussi. La sixième dynamique englobe, elle, l'entièreté de l'univers physique, donc les minéraux, les planètes, l'énergie, l'électricité, tout ce qui est de cet ordre-là. La septième dynamique, c'est la survie à travers les êtres spirituels. Et la huitième dynamique, c'est la dynamique de Dieu ou de l'être suprême ou de l'infini, selon la manière dont on veut l'appeler. Et donc, les branches symbolisent ces 8 dynamiques D'accord. qui fonctionnent tout ensemble, c'est-à-dire on peut pas se contenter de juste vivre sur une seule dynamique. Si on ne s'occupe pas des autres, à un moment donné, elles vont nous rattraper et nuire à celles dont on s'occupe uniquement. Et Et, alors, après, et le triangle que tu as, c'est pas le S scientologie? le triangle que j'ai est hautement symbolique et ésotérique. C'est la Corse stylisée, Ah, puisque je suis corse. Et donc j'espère que tu as appris quelque chose. Quant au dernier, c'est ma bague de mariage qui, parce que j'ai un peu grossi des doigts, d'accord. est maintenant accrochée à ma chaîne le temps que je la fasse agrandir. Voilà, ça c'est l'effet zoom. Je voyais ça, je me suis dit, bon, il a le bijou scientologue. Bon, d'accord. Alors maintenant, bon, merci. On va passer un petit peu, puisque tu as parlé de ton expérience personnelle, mais maintenant au profil un petit peu sociologique des autres membres, enfin des membres de la scientologie. Alors, c'est toujours une question difficile, ça, quand on étudie les groupes religieux, c'est combien est-ce qu'on Combien de membres? Comment peut-on définir d'abord qui est un scientologue? Euh, Quel est le nombre qu'on pourrait avoir, par exemple, pour la France? Et ensuite, est-ce que tu peux nous dire si l'âge, est-ce qu'ils sont jeunes, vieux? Je suppose que tu vas me dire qu'ils sont de tous les âges, mais bon, tu nous expliques ça. Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers? Puisque souvent, dans les groupes religieux, même le catholicisme, beaucoup de nouveaux arrivants vont aller dans des groupes religieux puisqu'ils y retrouvent un foyer, une aide, une entraîne, etc. On voit ça, c'est pas simplement particulier aux groupes dits minoritaires, hein, mais à l'Église catholique, à Pâques, les baptêmes, il y a beaucoup d'étrangers qui se font baptiser puisqu'ils ont ainsi accès à une société déjà constituée et chaleureuse. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit profil sociologique? Oui. Alors, en ce qui concerne le nombre, c'est assez compliqué, comme tu le sais. D'ailleurs, je veux dire que si je me rappelle bien, dans le papier que tu as fait, qui est publié sur le site du CESNUR, il y a un développement là-dessus qui, je pense, j'encourage tout le monde à aller le lire parce qu'il est vraiment très bien. Et tu expliques, je crois, la problématique du nombre Ben et oui, du oui, 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 comptage. oui. Mhm. Et du comptage. Parce que le problème du comptage, c'est qu'on n'a pas un système de baptême obligatoire au départ. Donc, il faut trouver un système de comptage qui correspond à ce que font les autres religions. Pendant longtemps, on donnait des chiffres qui ont été 10, 12 millions. Aujourd'hui, d'une manière internationale, on ne parle plus que de millions parce qu'il y a cette controverse sur comment on compte.
Pour la France, par exemple, je dirais qu'une manière de compter qui me semble correcte, c'est de compter. On a une personne qui va étudier la scientologie à un moment donné, elle va s'inscrire et elle va recevoir un magazine tous les mois de l'église à laquelle elle est inscrite. Donc, si on compte et qu'on met bout à bout tous les gens qui reçoivent des magazines en France et qui ne sont pas décédés ou qui n'ont pas demandé à être retirés des fichiers ou qui n'ont pas déménagé et on n'a plus leur adresse, on a plusieurs dizaines de milliers, on doit être dans les 40 000 dans ce cas-là en France. Ça comprend des gens qui sont extrêmement assidus et qui vont fréquenter leur église tous les jours, et ça comprend des gens qu'on n'a pas vus depuis 3 ans et dont on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont venir. Donc, voilà, ça, c'est un comptage qui me semble correspondre un petit peu à ce qui se fait, avec un noyau dur qui doit correspondre à 10% de ce nombre, 10-15%, comme dans les autres religions, entre ceux qui pratiquent régulièrement et ceux qui ne pratiquent pas régulièrement. Donc ça, c'était pour le nombre. Pour ce qui est de l'âge, je vais faire exactement ce que tu as dit que j'allais faire, car tu prévois bien les choses. Effectivement, je pense qu'il y a des gens de toute génération. En tout cas, je n'ai pas de chiffre exact, mais quand je fréquente les églises, je vois tout. Je sais que je travaille avec des scientologues qui ont 90 ans, que dans les églises, il y a des personnes de cet âge-là, qu'il y a quand même beaucoup de jeunes. Si je fais une comparaison avec les autres mouvements que j'ai pu visiter, je trouve qu'il y a beaucoup plus de jeunes chez nous qu'ailleurs. Et c'est aussi dû au fait qu'aujourd'hui, comparé à l'époque où j'ai commencé il y a presque 30 ans, il y a des scientologues de deuxième et de troisième génération. Donc, on a toutes ces générations qui, même si elles ne commencent pas forcément… En scientologie, il faut savoir que les enfants, même quand ils sont baptisés, on dit bien que ça doit être leur propre choix. On n'accepte pas un enfant en scientologie parce que les parents veulent qu'il vienne suivre des cours. Il faut que ce soit sa propre démarche, il faut que lui-même ait envie de le faire. Et je dirais ça, c'est un aspect obligatoire. Mais il se trouve que dans ces scientologues de deuxième, troisième génération, il y en a quand même un bon pourcentage qui deviennent scientologues par eux-mêmes, ce qui donne une vraie jeunesse à la scientologie. En France, et alors aux États-Unis, je dirais en Californie, c'est encore plus visible, quoi. Il y a toute une génération de skateboarders, de jeunes artistes, etc., qui est assez énorme, quoi. Ah oui, moi j'avais été frappée puisque j'avais pu en interviewer des jeunes qui allaient au collège, au lycée, et qui, après leurs cours de collège et lycée, allaient prendre d'autres cours où ils m'expliquaient que ça les aidait en fait à apprendre pour l'école. Et par contre, j'en ai trouvé qu'ils étaient complètement rétifs, ils préféraient aller faire du foot plutôt qu'aller assister aux cours parce que c'était des deuxième génération et les parents les obligeaient à aller assister à des cours, enfin prendre des cours, ils n'avaient pas envie. Donc c'était assez amusant. Très, très bien. Si les Et parents alors, les obligent, normalement, ils vont arrêter très vite, quoi. voilà, non, non, mais là, c'était des gamins qui parlaient, c'était très amusant. C'était au nord de Los Angeles, c'était vers ce qui s'appelle la Crescent, là, que je connais bien parce que j'ai des amis par là, donc j'avais profité pour aller à l'église et j'avais pu parler justement aux gamins après, en fin d'après-midi, en fait. C'était à ce moment-là qu'ils venaient. Et alors, justement, maintenant, est-ce que, donc, tous ces gens-là, tous ces gens qui sont au sein de la scientologie, comment est-ce qu'ils considèrent Ron Hubbard? Parce que tu nous en as un peu parlé au début, puisque évidemment c'est le fondateur, c'est celui qui a écrit, mis au point tous ces process, comme on dirait maintenant, hein, toute cette codification. Mais comment il est perçu? Et aussi, puisqu'il est maintenant mort et puis qu'il y a un nouveau président hein, qui est David Miscavige, comment est-ce que comment est-ce que vous percevez ces deux figures? Pour Ron Hubbard, bon, il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'a jamais prétendu être un prophète, c'est-à-dire il n'a jamais prétendu être un intercesseur entre Dieu ou une divinité et les êtres humains. Donc, il a toujours dit, je suis un homme et je fais des recherches et je vous donne le résultat de mes recherches parce que je crois que ça peut vous aider et que ça peut aider l'homme. Donc, il n'y a pas de divinisation de Ron Hubbard en tant que messie ou que prophète. Par contre, il est certain d'abord qu'un scientologue qui est scientologue depuis un certain temps va considérer que Ron Hubbard est quelqu'un d'extraordinaire, et puis qu'il y a une sorte d'admiration mêlée d'affinité. On a une sorte de proximité. D'abord, on étudie tellement ce qu'il a écrit, on étudie ses conférences, puisqu'il y a plus de 3000 conférences enregistrées. Donc, on développe une proximité, une intimité doublée d'une admiration très forte pour lui. Donc, de ce côté-là, c'est un vrai leader charismatique pour le coup.
Et on n'a pas une relation avec lui qui est la même qu'avec quelqu'un d'autre, mais ça reste quelqu'un d'humain. Pour ce qui est de David Mickiewicz, c'est un petit peu différent parce que David Mickiewicz arrive après. Son rôle n'est absolument pas de continuer l'œuvre de L. Ron Hubbard dans le sens de développer plus de scientologie, puisqu'on considère que la scientologie est entièrement développée d'une manière finie à l'heure actuelle. C'est-à-dire quand Ron Hubbard est décédé, il avait fini son travail et tout était transmissible. Donc le travail de David Mickiewicz a plutôt été de faire grandir l'Église, de travailler à ce que ce qui était transmissible soit mis en forme d'une manière que ce soit plus facilement transmissible. Donc ça inclut énormément de programmes à la fois pour agrandir les églises, pour avoir de nouvelles églises, pour résoudre les difficultés qui surgissaient. Et comme c'est quelqu'un qui est extrêmement efficace et qui, pour le coup, est assez extraordinaire lui-même, il a gagné au fil du temps le respect de tous les scientologues et c'est quelqu'un sur lequel les scientologues se reposent beaucoup pour diriger, pour être le leader de l'Église à l'heure actuelle. C'est un type qui a une force de travail extraordinaire. Alors, il n'y a pas la même relation avec lui qu'il y a avec Ron Hubbard, hein, et le but n'était pas de le remplacer, mais il a quand même eu le mérite d'abord de faire survivre l'Église à la mort de son fondateur, ce qui est un moment difficile et important, et ensuite de la faire grandir d'une manière… le fondateur est mort en 1986, aujourd'hui l'Église n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était en 1986 en termes d'expansion, quoi. Alors, c'est très intéressant ça parce que c'est en fait le genre de structure d'organisation et de personnalité et de perception des responsables qui correspond tout à fait ce qu'on appelle la définition du prophète. Il y a le prophète charismatique, alors qui n'est pas forcément un prophète au sens biblique du terme, hein, qui entend des voix du Dieu biblique et puis qui retransmet, mais c'est celui qui va avoir une vision de quelque chose, une révélation. Là, en l'occurrence, c'est la révélation sur le fonctionnement de l'esprit humain, etc., etc. Et donc qui va écrire, qui va produire, mais qui va moins se soucier peut-être de l'organisation précise, puisqu'il n'en a pas trop le temps et il va mourir. Et ensuite, le groupe va, c'est le cas du christianisme, hein, par exemple, hein, le Christ n'a rien écrit, il s'est contenté d'enseigner, mais ensuite, le groupe va survivre que si les héritiers vont savoir gérer justement le charisme. Et ça, c'est ce qu'on appelle en général le prophète organisateur. Donc, il y a le premier qui est charismatique, mystagogue même, il y a plein de termes chez Weber. Et puis, il y a celui qui ensuite suit, qui est l'organisateur. Et évidemment, c'est Saint Paul, c'est les apôtres, etc. dans le côté christianisme. Chez les Mormons, c'est pareil, hein, c'est Brigham Young qui organise. Hein. Et ici, c'est assez typiquement ce que tu dis de Miscavige. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement, moi j'avais été très frappée par ce qui venait d'être réalisé peu de temps après ma visite, qui était la fameuse préservation de la tech, c'est-à-dire en fait la préservation des saintes écritures, si je peux dire, hein, de Ron Hubbard, donc, qui a été mis en place par toute une équipe, hein, mais sous la houlette de Miscavige. Oui, c'est un programme qui a duré plusieurs dizaines d'années en fait, parce que d'abord, comme je l'ai dit, les écrits de Ron Hubbard, si on prend rien que ce qu'il a écrit sur la scientologie, c'est plusieurs centaines de milliers de pages, si on les met bout à bout. Il faut aussi comprendre qu'il a donné plus de 3000 conférences enregistrées, que beaucoup de ces conférences étaient sur des supports qui se sont dégradés avec le temps. Donc, il a fallu à la fois concevoir des machines qui nous permettaient de réhabiliter ou de restaurer l'entièreté de ces conférences avec des techniques à la pointe du progrès qui permettent d'enlever des scratchs, d'enlever des bandes sonores tout en préservant la voix. Et donc, ça a été un travail énorme. Sur les écrits, il y a eu aussi des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup des livres qu'il a écrits qui en fait ont été dictés à l'époque, il dictait sur un dictaphone et qui avaient été mal retranscrits. Donc, il y a eu d'abord tout un travail pour retrouver tous les originaux et s'assurer que les originaux avaient été bien transcrits, ou en fait, la vérité, on a tout retranscrit à partir des originaux, qui étaient disséminés quand même dans le monde entier, parce qu'il y a certains livres qu'il avait écrits à Phoenix, en Arizona, il y a certains livres qu'il avait écrits en Angleterre, il y a d'autres écrits qu'on a retrouvés à Copenhague. Bref, tout ce travail a été fait. Et ensuite, on a construit dans 5 endroits dans le monde des bunkers gigantesques qui sont construits sous terre,
avec des normes de sécurité qui permettent à ces bunkers de résister à toute catastrophe, qu'elle soit sismique, un tremblement de terre, qu'elle soit due à l'arrivée d'une météorite ou à une guerre thermonucléaire. Bref, ces bunkers résistent à tout cela. Et à l'intérieur des bunkers, dans chacun de ces 5 bunkers, il y a l'entièreté des œuvres de Ron Hubbard sur des disques de platine qui sont imputrescibles. Dans 100 000 ans, ils seront toujours dans le même état, avec les moyens aussi à la fois de les retranscrire et de les écouter si c'était nécessaire. Et ce qui permet en fait à ce que nous on appelle la technologie de scientologie d'être préservée à tout jamais, quoi qu'il se passe. Et alors ça peut paraître un peu bizarre, mais pour les scientologues, je pense que c'est important. D'abord parce que nous, on pense qu'on ne vit pas qu'une vie. Et on pense que la scientologie permet vraiment de se libérer et donc est importante pour l'humanité. Et que le fait que les gens puissent y avoir accès, quoi qu'il se passe, est extrêmement important. Et même si ça n'arrive pas tous les jours, on n'est pas à l'abri de catastrophes parce que ça se passe dans l'espace. Et donc, c'est une manière pour nous d'assurer la pérennité de notre religion, quoi qu'il arrive. Je crois qu'on pourra demander que notre vidéo YouTube soit dans un des tubes de titane pour la Notre vidéo préserver. YouTube, écoute, je ne suis pas sûr, mais écoute, j'en prends note et j'en parlerai. Bon, alors maintenant, est-ce que tu peux nous dire, puisqu'on parle là d'une religion, est-ce qu'il y a des schismes en scientologie? Parce qu'on connaît, nous ici, que l'église de scientologie, mais je sais qu'aux États-Unis, il y a divers groupes. Alors, depuis le début de la scientologie, il y a eu des schismes. C'est-à-dire qu'on a eu, même du vivant de Ron Hubbard, des gens qui se sont appropriés d'une certaine manière la scientologie et ont voulu monter leur propre groupe, leur propre branche et se détacher de la scientologie officielle. Donc ça s'est toujours produit, ça se produit encore assez régulièrement. Le problème pour eux, c'est que d'abord, le problème pour nous, c'est qu'on considère que la scientologie, de la manière dont elle a été conçue, ne doit pas être altérée. Parce que si on l'altère, elle ne fonctionne plus. Et toutes les expériences d'altération ont mené au fait que la scientologie ne fonctionnait plus et qu'il fallait revenir à ce qui avait été développé par Ron Hubbard. Donc, de ce côté-là, la scientologie ne permet pas le schisme. Disons qu'un scientologue ne va pas cautionner un schisme, mais ça se produit, donc ça arrive. Maintenant, l'église de scientologie a une telle progression, une telle expansion, et quand vous visitez une église de scientologie, vous voyez à quel point c'est grand, c'est bien organisé, c'est beau, c'est fait pour que les gens puissent étudier facilement, il y a un service qui est donné, et les petits groupes schismatiques ne peuvent absolument pas rivaliser avec ça. Donc, en général, ils ne tiennent pas. Et ils ont un succès qui est quand même extrêmement modéré. D'accord. Alors, si tu permets, on pourrait passer au deuxième volet, qui sera un petit peu plus court, hein, parce que Ouais. sinon tout le monde va nous quitter. Mais puisque tu es membre du clergé, c'est quand même ça qui est très intéressant. Quelle est ton expérience personnelle? D'abord, quel a été ton parcours? Tu nous as dit tout à l'heure que très vite, tu es rentré dans le clergé, mais bon, ça ne nous dit pas comment tu as fait. Et ensuite, donc, est-ce que tu postules? Est-ce que tu es coopté, etc. Est-ce que c'est un travail à plein temps ou est-ce qu'on est payé? Et puis ensuite, quand tu nous auras dit ça, euh, quelle est ta fonction exacte en tant que représentant de la scientologie auprès des instances européennes Ouais. et internationales si tu vas à Genève? En fait, ton boulot, voilà, parle-nous de ton travail. Donc, comment je suis arrivé dans le clergé? Effectivement, on postule. Très rapidement, j'ai demandé à savoir comment on faisait pour faire partie du clergé, parce qu'il faut savoir que les scientologues, en général, ne font pas partie du clergé de l'Église. Un scientologue, il vient étudier, il repart, il a son métier, etc. Donc, j'ai demandé, je suis rentré dans l'Église dès début 94 dans le clergé. J'ai occupé des fonctions, j'ai monté les échelons. Au départ, j'avais un poste tout à fait subalterne. Et puis, petit à petit, je me suis retrouvé à diriger une des églises françaises. Et puis après, j'ai représenté la scientologie au niveau national. Je suis devenu le porte-parole, le président de l'Union des églises. Et puis aujourd'hui, effectivement, je suis à un bureau qui a une vocation européenne et internationale.
Pour répondre, est-ce que c'est un boulot à plein temps? En ce qui me concerne, c'est absolument un boulot à plein temps. Il y a des scientologues, c'est sûr que, sur le fait d'être payé, il y a une maigre gratification. Personne ne s'enrichit vraiment. Et c'est voulu, hein, le but n'est pas de s'enrichir. Donc, il y a des membres du clergé qui travaillent à côté et qui ont un travail et qui ensuite viennent travailler dans l'Église. Euh, donc, comme je le dis, j'ai répondu en ce qui concerne le fait d'être payé. Mes fonctions à l'heure actuelle sont des fonctions d'abord de représentation et de rencontre. C'est-à-dire que devant les instances européennes, on a tout un tas de religions qui sont représentées. Il ne faut pas se leurrer, les protestants et les diverses branches du protestantisme, les Oui, tous les évangéliques, groupes religieux, oui, tous les groupes tout le religieux. monde, les catholiques ont leur groupe pour représenter. Nous, on a un groupe où on rencontre les députés, où on rencontre des gens de la commission et on travaille sur les sujets qui sont les nôtres. Donc, ça va être tout ce qui est prévention antidrogue est un sujet qui nous intéresse, sur lequel on va travailler au niveau européen. Tout ce qui est lutte contre les abus de la psychiatrie est un sujet qui nous intéresse. S'il y a des choses qui se passent pour lutter contre l'illettrisme, on va en faire partie. Moi, personnellement, je travaille beaucoup sur les questions de liberté de religion. Depuis de nombreuses années, je me suis même fait un nom dans le milieu international de la liberté de religion, de telle manière que je connais absolument tous les acteurs de cette chose-là. Pas du tout d'ailleurs uniquement pour la scientologie, c'est-à-dire moi, il m'arrive de travailler pour la défense de minorités religieuses qui n'ont rien à voir avec nous, que ce soit dans les problèmes qu'on a en Chine, mais dans le monde entier d'ailleurs. Et au fil du temps, je suis aujourd'hui le président d'un forum interreligieux. Je co-anime une table ronde qui se réunit à Bruxelles, dans laquelle il y a plus de 100 organisations gouvernementales et non gouvernementales. Et je fais partie des 5 co-animateurs. À mes côtés, c'est le président de l'Alliance évangélique internationale. Il y a un musulman, et puis on a des représentants de l'Union européenne qui viennent à nos réunions. Et on traite là, pour le coup, de la liberté de religion à l'international. Et puis, je travaille aussi à l'ONU, donc à Genève, pareil, pour des questions de liberté de religieuse, ou avec les groupes qui s'occupent de tout ce qui est la prévention antidrogue au niveau international. Et puis après, je vais avoir aussi des missions particulières dans certains pays où on a des difficultés et où je peux connaître quelqu'un qui peut peut-être nous aider pour passer un dialogue avec les autorités ou ces choses-là. Alors ça arrive de moins en moins, heureusement, puisqu'on a on a quand même une reconnaissance aujourd'hui, on en parlera peut-être plus tard, mais qui n'est pas la même qu'avant. Mais voilà quelles sont mes fonctions, quoi. C'est des fonctions à la fois de... Moi, j'ai l'habitude de dire que mon travail, c'est de me faire des amis. Donc, c'est un travail extrêmement agréable parce que j'estime que les relations entre une église et d'autres églises et les relations entre une église et des forces, qu'elles soient politiques ou peu importe, ça passe par le fait d'un dialogue. Et le dialogue mène tout le temps, en tout cas le plus souvent possible, à se faire des amis. Merci. Alors, écoute, on va passer au troisième volet, puisqu'après, on Ok. voudrait avoir des questions, hein, Ouais. sur la fameuse perception de la scientologie. Alors, toi, tu as une formation, si je me souviens bien, de juriste, hein, et Entre donc, autres, oui. tu as fait partie des responsables, hein, de l'Église de Scientologie qui ont eu à gérer quasi directement, hein, des gros problèmes judiciaires, hein, puisqu'il y a eu plein de procès, notamment enfin, en Europe, mais surtout en France, hein, contre la scientologie. Alors, est-ce que tu peux me dire comment vous arrivez à gérer ça? Puis comment ça se vit? Enfin, je veux dire, quand on est scientologue et qu'on est sans arrêt, amené au tribunal, comment ça fonctionne? Enfin, quelle est votre perception? D'abord, la perception, en fait, c'est assez violent parce qu'il faut quand même comprendre que les années 80, les années 90, il y a eu une telle propagande médiatique contre la scientologie. On avait des émissions dans lesquelles on était mis à côté de l'ordre du temple solaire. Donc, moi, je sais que quand j'ai commencé la scientologie, ma mère a vu une émission où il y avait l'ordre du temple solaire, Johnston et l'église de scientologie. Donc, elle était catastrophée parce que pour elle, c'était la même chose. Les gens font pas voilà, ils voient les trois. Donc, on était dans un climat qui était quand même très difficile et on partait de moins de zéro. Il y a eu énormément d'attaques à ce moment-là.
on avait une quantité de procès incroyable pour tout et n'importe quoi d'ailleurs, et qui étaient des attaques coordonnées contre l'Église, avec une véritable volonté de nous faire disparaître du territoire. Donc, il y a une violence. Il y a une violence et on apprend à vivre avec. Parce que si on succombe à cette violence, c'est fini. Donc, on développe un certain sens de l'humour, on développe un certain retrait, et en même temps, on développe aussi, si on veut réussir à s'en sortir, une expertise. Et donc, on a appris à s'organiser, à trouver les meilleurs avocats, à ne pas se laisser succomber sous le poids de toutes ces attaques et à traiter les affaires juridiques une par une, à mettre les choses en ordre de notre côté, parce que notre volonté est bien sûr de respecter la loi en vérité, quoi. Donc, s'il y avait des choses qu'on avait à corriger, on les corrigeait. On avait, on avait, je dirais, les avantages de la jeunesse, mais parfois aussi les inconvénients. On n'avait pas une organisation qui était aussi carrée qu'on l'aurait voulu. Donc tout ça, ça nous a permis de nous mettre au carré, de faire face aux attaques, de finalement bien nous en sortir dans l'ensemble. Mais c'était assez difficile. C'était assez difficile à vivre, surtout pour les gens qui étaient attaqués personnellement. Moi, j'ai jamais été attaqué personnellement, mais j'ai vu des amis à moi. Je me rappelle à Bruxelles, je parle d'un autre procès, mais on a eu un procès qui s'est terminé en 2016, qu'on a entièrement gagné, hein, mais qui était une affaire qui avait duré 20 ans et dans lequel j'avais des très bons amis à moi qui étaient directement visés par les attaques du procureur à l'époque, qui étaient extrêmement violentes, qui voulaient les mettre en prison. Et quand on voit ces amis attaqués, alors qu'on sait que c'est des gens extrêmement gentils, je pense à Marc Brombert, qui est mon ami depuis Ah toujours. oui, 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 je connais bien, oui. Marc Brombert, aujourd'hui, il a 90 ans, il y a quelques années, il en avait 86, et il était dans cette affaire-là avec un procureur qui voulait le mettre en prison. Ce type est une crème de gentillesse, quoi. Donc, c'est difficile à vivre pour ces gens-là, et puis par ricochet d'amitié, pour moi aussi, ça peut être difficile à vivre par moment. Il se trouve qu'il a été absolument acquitté, que ça s'est très bien terminé en Belgique, mais ce sont des choses dures au point où j'ai vu des avocats extrêmement, des ténors du barreau qui avaient l'habitude de plaider des affaires difficiles, dont des affaires de, de peine de mort, où ils avaient des clients qui, à l'époque de la peine de mort, avaient été condamnés, me dire que rien n'avait atteint la violence de ce qu'ils avaient subi quand ils nous avaient défendus. Parce qu'ils avaient des pressions de partout, des pressions de leurs autres clients, des pressions politiques pour arrêter de nous défendre, et que le contexte médiatique était tellement horrible que pour eux, c'était impossible de gagner, quoi. Donc, on a dû faire avec ça. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui est, je pense, très différente même de ce qu'elle était il y a une dizaine d'années. Ah oui, mais ça, moi à mon petit échelon, j'ai pu mesurer ça parce que je savais ce qui se passait, mais j'avais jamais été la cible d'attaque. Mais dès que j'ai fait, il y a 13, 14 ans, une conférence à Bordeaux, au musée d'Aquitaine, dans le cadre d'un cycle de conférences que j'organisais avec le musée sur les religions. On m'avait demandé, moi, de parler d'une de mes religions minoritaires, et j'ai parlé de la scientologie, et j'ai pas attaqué la scientologie, j'ai expliqué ce que c'était, l'histoire, les doctrines, comment ça fonctionne, et j'ai eu pendant 1 an des attaques dans le journal Sud-Ouest, dans le journal de la région, dans toutes les télés locales et nationales, l'agence France Presse a même dû venir, des attaques, puisque je n'avais pas dénoncé la scientologie. Et donc, j'avais fait infiltrer l'université française, et même j'ai été accusée d'avoir fait infiltrer tout l'État français par la scientologie et l'extrême droite italienne, puisque j'étais liée à Massimo Introvigne et au CESNUR. Ça a été du pur délire pendant. Alors, j'ai écrit là-dessus, s'il y a des gens que ça amuse, puisque maintenant je commence à être un peu plus vieille, donc on me demande plein de témoignages. Alors, je viens d'écrire ne pas étudier la scientologie en France, vous pouvez l'étudier sans problème, il ne faut surtout pas en parler. Voilà, c'était un personnage absolument odieux en France, Maître Picotin, qui m'attaquait, qui faisait des conférences de presse contre moi, enfin c'était absolument sidérant. Et qui lui-même gère une association anti-secte et touche de l'argent de la mairie tous les ans, puisque j'ai même eu les papiers, alors que les groupes religieux, bien entendu, n'ont pas droit à avoir de l'argent de la mairie, mais les groupes anti-religion, eux, ont droit. Alors, je voulais savoir aussi, puisque évidemment pour les procès, et quand on me dit, par exemple, oh là là, mais tu étudies la scientologie, mais c'est qu'une affaire d'argent. Pourquoi est-ce qu'on reproche tant à la scientologie, justement? On dit tout le temps que ça n'est simplement qu'une manière de gagner de l'argent et d'arnaquer les gens.
Alors, la première partie de ma réponse serait de te dire, parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre. Parce que quand tu regardes la scientologie, on n'a pas d'affaire de pédophilie, on n'a pas d'affaire de violence, de radicalisation, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, il faut aller chercher qu'est-ce qui existe. Comme dans toutes les églises, en fait, il y a de l'argent. Pourquoi il y a de l'argent? Parce qu'il faut survivre, premièrement. Deuxièmement, on a un système, je dirais, qui est assez décomplexé, un peu à l'anglo-saxonne, on pourrait dire, même si on retrouve ça finalement peut-être de manière plus cachée dans des églises chez nous, mais qui est que lorsque les gens viennent faire des cours, ils payent pour faire les cours. Lorsqu'ils pratiquent l'audition, soit ils sont eux-mêmes formés comme auditeurs et ils peuvent le faire gratuitement avec un autre auditeur, soit ils peuvent décider de le payer et c'est comme ça que l'Église se finance. Après, bien sûr, on a des donateurs, on a des programmes, des gens, par exemple, qui vont donner pour nos programmes caritatifs. Donc, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas plus grande transparence que notre manière de finance, mais à partir du moment où on parle d'argent, on va dire, on va essayer de créer quelque chose autour de ça. Le plus important, je pense, à comprendre, c'est d'abord que personne dans l'Église de Scientologie, du bas en haut, ne s'enrichit. Comme je l'ai dit, les membres du clergé sont peu payés. Quand on monte en haut, on a eu quand même une bataille contre l'IRS, qui est le fisc américain, c'est énorme le fisc américain, quoi. Faut pas, il n'y a rien de plus puissant sur Terre presque que le fisc américain, quoi. Finalement, la fin de la bataille, après qu'ils aient accepté de revoir nos comptes pendant plus de 2 ans, ils nous ont accordé le statut caritatif et le statut de religion. Et pour cela, il faut pouvoir prouver que dans le monde entier, du plus haut dirigeant à tout en bas, personne ne s'enrichit personnellement. Donc, c'est un des critères les plus importants. Donc, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Parce que c'est une chose de dire il y a de l'argent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que les programmes sociaux et caritatifs qu'on a, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Surtout quand on regarde la taille de la religion. C'est sûr que peut-être si on comparait certains programmes de Caritas pour l'Église catholique, voilà, mais on parle, ils ont quand même beaucoup plus de fidèles que nous. Donc si on fait par tête, je dirais, il n'y a rien d'équivalent, que ce soit dans des religions ou dans d'autres organisations non gouvernementales. Personne ne fait ce qu'on fait et tout est financé par les dons de nos membres. On n'a aucune subvention ni rien. Et ensuite, bien entendu, on investit dans nos églises pour rénover nos églises, ouvrir de nouvelles églises. Et ce sont des programmes qui sont connus, transparents. Si vous allez sur Internet, sur le site scientologie.tv, vous trouvez tout là-dessus. Et voilà quoi. Mais bon, ça répond à la question. Justement, quelque chose qui m'avait absolument fasciné il y a plusieurs années, hein, enfin il y a fait un petit moment maintenant, ça fait plus de 10 ans je pense, j'ai travaillé particulièrement sur les missions scientologues, comment on devenait missionnaire et comment ça fonctionnait. Et j'ai appris, alors je connaissais le principe des missions mormones, etc., hein, mais pas les scientologues. Et j'ai appris à ce moment-là qu'en fait, le missionnaire doit absolument tout financer lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a aucune aide, donc il doit se débrouiller pour trouver de l'argent, pour monter sa mission, pour louer éventuellement des bâtiments, etc. On va l'aider que si vraiment il veut monter quelque chose de très grand, on va lui donner un petit peu d'argent. Mais sinon, c'est vraiment le principe protestant, hein, de aide-toi toi-même et le ciel éventuellement t'aidera. Et quand j'étais à Los Angeles, quand j'ai fait cette étude, j'ai visité je ne sais plus combien d'églises, hein, chaque fois, les églises avaient été financées par les gens qui avaient non seulement monté la mission avant, mais quand la mission se transforme, hein, en église, avaient financé quasiment tout en organisant des activités diverses de fundraising, enfin de levée de fonds. Et Ouais. effectivement, à un moment donné, s'il faut rajouter un petit peu, la structure supérieure, hein, va donner un petit peu d'argent. Mais c'est vraiment un principe, c'est pour ça que c'est des principes vraiment anglo-saxons de débrouillez-vous, n'attendez pas que ça vienne d'en haut. C'est impressionnant. Enfin, moi, j'ai vu des églises merveilleuses et ceux qui les géraient m'ont expliqué qu'ils avaient trouvé, c'est eux-mêmes qui avaient trouvé l'argent en vendant des cookies, des brownies, en faisant des fêtes, des concerts, etc. etc. Mais c'est pour des millions d'euros, hein, enfin de Oui, dollars en bien sûr, bien l'occurrence, hein, sûr. parce que c'est des Alors, bâtiments qui sont fabuleux. Hein. c'est Alors, vrai. Alors, il y a quand même aujourd'hui certaines églises qui ont été financées directement par l'Association internationale des scientologues, oui, mais qui elles-mêmes, de toute façon, dépendent des oui, scientologues oui. pour avoir les fonds.
Oui, mais c'est ce qu'on m'avait expliqué. Dans quelques lieux, ça a été ça, s'il n'y avait pas eu notamment Ouais, de processus de mission auparavant. Mais quand ouais, même, la majorité, ce sont les scientologues eux-mêmes qui se débrouillent pour trouver l'argent. Ça, absolument. dans un contexte catholique, c'est complètement incompréhensible, hein. Enfin, c'est au-delà de l'entendement, hein, ça. Même Quoique, moi, pardon? Notre-Dame de Paris, tu sais, elle a été construite avec des donations de gros donateurs à l'époque. Oui, bien sûr, mais c'est le même. Oui, mais maintenant, comme évidemment les bâtiments ont été confisqués et maintenant sont pris en charge par l'État, évidemment, c'est très, très difficile à comprendre. Alors justement, à propos d'église, et puis on pourrait peut-être terminer là-dessus, je voudrais te poser la question sur, mais tu y répondras à la fin, si tu penses que les années difficiles de la scientologie, tu as eu l'air de dire, hein, qu'en France, elles étaient derrière nous, mais également à l'étranger, comment ça se passe? Mais je voudrais que tu termines sur justement votre projet en cours de réalisation de construire, enfin de transformer, je pense, un bâtiment, puisqu'en général, vous achetez des bâtiments que vous rénovez, à Saint-Denis, puisque j'ai eu un journaliste du Monde qui m'a téléphoné il y a, je pense, un mois. Alors, j'ai senti venir évidemment sa critique, puisque, ah mon Dieu, c'est horrible, la scientologie s'installe à Saint-Denis. Et je lui ai fait mon petit numéro qui était que, bah, vu les problèmes de la Seine-Saint-Denis, c'est très bien si la scientologie s'y installait, parce qu'elle pourrait donner des cours aux gens, gratuitement d'ailleurs, hein, beaucoup de vos activités sont gratuites, et expliquer aux gens que bah, les solutions viennent d'eux-mêmes. Il ne faut pas attendre qu'on leur donne tout le temps de l'argent, etc., etc. Et qu'en fait, les problèmes venaient également d'eux-mêmes et pas simplement de la société, etc. Donc, je pense l'avoir beaucoup choqué. Il a dû penser que j'étais une affreuse extrémiste. Mais bon, je lui ai donné des choses à lire. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Parce que je pense que vous allez avoir une grande campagne médiatique. Et même si les gens sont un petit peu plus ouverts, je ne suis pas sûre qu'ils soient très ouverts vis-à-vis de ce projet. Alors, je repars en arrière. La perception aujourd'hui en France, elle est définitivement pas la même. C'est-à-dire que, bon, déjà, moi, ça fait de nombreuses années que je fais ce métier de relation et que je rencontre des gens, que ce soit des politiques, que ce soit enfin, des gens du ministère de l'Intérieur, etc. Ça fait longtemps qu'ils savent que la scientologie n'est pas un problème pour la France, quoi. C'est autre chose de le dire. C'est-à-dire, c'est compliqué pour quelqu'un pour un ministre de dire non, mais la scientologie, c'est pas un problème parce que tout de suite, médiatiquement, on va lui sauter dessus. Donc personne ne le dit, personne ne dit rien. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, on a des problèmes bien plus graves. Et quand je dis des problèmes bien plus graves, je veux dire qu'en fait, la vérité, la scientologie, c'est beaucoup plus une solution qu'un problème pour beaucoup de choses, quoi. Et donc, je pense que on est passé au-delà de la période la plus difficile. En tout cas, j'espère que ça ne reviendra pas en arrière et qu'on va aller plus loin. Il faut quand même comprendre qu'autour de nous, on a quand même beaucoup avancé dans les autres pays. En Angleterre, il y a une décision de la Cour suprême en 2013 qui reconnaît la scientologie comme une religion. En Italie, on a eu une décision depuis bien plus longtemps. En Espagne, on travaille avec le gouvernement et on a été reconnu comme une religion et tout va vraiment très bien. En Hollande, on a été reconnu comme une religion. En Belgique, on a gagné ce gros procès dont vous parliez, et donc les choses se sont énormément calmées. Donc, autour de nous, il y a je dirais, une normalisation de la scientologie dans le paysage qui fait que ça devient difficile d'avoir cette exception française qui essaie de monter en épingle trois petites choses pour en faire un truc diabolique, quoi. Donc, je pense que ça a changé. Alors, le projet de Saint-Denis, déjà, est-ce que les gens vont s'y opposer? Je vais te dire, moi, j'ai vu des émissions qui ont déjà été faites sur le projet de Saint-Denis, parce que ça fait quand même un certain temps que ça dure. Euh, Puisqu'au début, quand on a acheté le building en 2017, mais depuis, on a eu quelques bâtons dans les roues pour l'occuper. Il est où exactement? Il est à la plaine Saint-Denis, proche du Stade de France. Et ce qui, déjà, dans toutes les émissions que j'ai vues, ils ont essayé d'aller interroger des gens qui croisaient dans la rue à Saint-Denis. Il n'y a pas une personne, à part bien sûr ceux qui étaient venus être interrogés parce que c'était les opposants principaux, mais sinon le Pékin moyen qu'on interroge dans la rue se fiche complètement de l'arrivée de l'église de Scientologie à Saint-Denis. Pour eux, il y a les réponses, c'était bah, s'ils ont envie de croire à la scientologie, qu'ils croient à la scientologie. La pire réponse qu'ils ont obtenue, c'est quelqu'un qui disait oh, on a déjà les évangéliques, je me demande ce que ça va donner avec les scientologues. Bon, voilà,
est dans ce type de réponse, il n'y a pas de véritable animosité autour. Il y a un petit problème aujourd'hui avec la mairie, visiblement, puisque on a dû aller en justice pour faire autoriser les travaux qu'on doit faire dans le bâtiment. Donc, on a gagné en justice, hein. Mais je pense que ça va aussi se normaliser avec le temps. J'espère que la mairie va s'ouvrir au dialogue. Je pense que tu as 100% raison de dire que c'est une chance pour la Seine-Saint-Denis, l'arrivée de la scientologie. C'est un magnifique bâtiment, hein. C'est un bâtiment qui fait 7500 mètres carrés. Que nous, on a aujourd'hui 2 églises à Paris qui sont une dans le 12e, une dans le 17e, qui ne sont pas des petites églises, hein. C'est des bâtiments de 1500-2000 mètres carrés chacun, mais il faut savoir que les églises de scientologie sont quand même très fréquentées, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une optique où les gens viendraient par exemple que le dimanche pour un service. On a des gens qui viennent tous les jours de la semaine, les 7 jours, du matin à 9 h jusqu'au soir à 10 h. En général, les églises sont plus ou moins pleines, quoi. Donc aujourd'hui, on arrivait à capacité maximale de nos buildings. On avait besoin d'avoir un plus grand building qu'on a trouvé à Saint-Denis. C'est facile d'accès, c'est le hub du Grand Paris, d'ailleurs, Saint-Denis, pour plus tard. Donc, le building est magnifique. On était très content de l'avoir trouvé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus sur ce projet? Je ne t'entends pas, tu as dû enlever ton micro. Mon micro. Ouais, pardon. Oui, non, je pense qu'on va peut-être arrêter là si tu le veux bien, parce que je pense qu'il va y avoir des questions. Mais avant, je voulais montrer, alors je vais jouer à apostrophe, hein. Je vais montrer un livre que tu as écrit, tu en as écrit plusieurs, hein, mais qui Ouais, s'appelle Tout ça, sur la scientologie, voilà. Alors, c'est tout une à fait. collection, hein, qui s'appelle Tout savoir sur. Et évidemment, c'est sur la scientologie. Je le recommande, non pas parce que j'ai des droits d'auteur là-dessus, mais c'est un livre très, très clair qui explique vraiment le fonctionnement. Alors, c'est moins personnel, évidemment, que ce que tu nous as dit aujourd'hui, Oui, bien mais sûr. c'est très intéressant parce que ça explique vraiment ce que c'est. Et un autre livre aussi en français, qui est celui de Gordon Melton, qui est une traduction en fait, hein, de son livre, qui est dans une petite collection, pardon, qui est Eledicis, une collection italienne de petits livres. Voilà, vous voyez, voilà, il faut tourner comme ça, Église de Scientologie. C'est pareil, hein, c'est très très intéressant. Et puis bon, Gordon Melton, c'est quand même le grand, c'est le prophète des études religieuses aux États-Unis. C'est une encyclopédie vivante. Alors, je ne vais pas trop me citer, mais c'est vrai que j'ai fait plusieurs articles, dont un très long qui fait 100 pages, hein, mais qui est en anglais, qui est dans le journal du CESNUR de janvier 2019. Il est en ligne gratuitement, hein, le journal du CESNUR est gratuit, mais bon, il est en anglais, et puis il y a beaucoup de choses qui existent aussi. Voilà. Donc, je vais te remercier là, et puis je vais demander à… Donc, on n'applaudit pas, hein, mais c'est tout comme demander s'il y a des questions. Alors là, la personne qui a des questions, eh bien, vous ouvrez votre micro et vous levez la main. Alors, j'ai déjà Anastasia qui a ouvert la main. Alors, qui a mis la main. Alors, Anastasia, oui. Bonsoir, vous m'entendez? Très Très bien. bien. Oui. Alors, tout d'abord, je voulais dire un grand merci, évidemment, à notre orateur, mais aussi à Bernadette, qui, dans un espace où les libertés se restreignent de plus en plus à tous les niveaux, nous permet d'échanger en bienveillance et sans jugement, quels que soient les engagements des uns et des autres et les études qu'on fait sur tel ou tel mouvement religieux. Voilà, je trouve que ça mérite vraiment d'être souligné parce que c'est important. Donc, j'avais quelques petits questionnements en vrac pour notre orateur. Le premier, je voulais savoir si en dehors de son engagement de scientologue, s'il avait une croyance, alors peut-être que ça m'a échappé, mais s'il avait une croyance religieuse au sens des religions révélées, hein, autres. Après, je me posais la question aussi sur les recoupements et les rapprochements entre moi, je connais absolument rien de la scientologie, hein, je vais être franche, hein. Les recoupements possibles avec la théosophie de Blavatsky. Et puis moi, j'ai vu quelques petites similitudes avec des quêtes initiatiques, bon, qu'elles soient maçonniques, que ce soit les tariqas, le soufisme ou même la kabbale. Moi, par rapport à la maçonnerie, le recoupement que j'ai pu y trouver, c'est
D'abord, le vitriol, retour au plus profond de soi pour retrouver la pierre cachée. Hein. Après, le symbolisme du 8 chez vous, bon, en maçonnerie, c'est 3, 5, 7, apprenti, maître, compagnon. Voilà. Puis je me posais aussi la question sur ce qu'en maçonnerie on appelle la capitation. Chez vous, les cotisations des membres, parce que vous parliez de rémunération pour des personnes qui sont en charge de quelque chose au sein de la scientologie. Mais est-ce que ceux qui adhèrent à la scientologie, est-ce qu'il y a une capitation? Est-ce qu'on doit annuellement payer une cotisation? Comment? Voilà, c'est beaucoup de questions parce que je n'y connais rien. Voilà. Ok. Si tu es d'accord, Bernadette, je vais répondre à une personne à la fois parce que si à chaque fois il y a beaucoup de questions, après je vais t'oublier sinon. Je peux répondre direct? Je t'entends pas, tu as dû couper ton micro, Bernadette. Je coupe le micro parce que j'ai Jean derrière qui ferme les volets, qui ouvre des fenêtres et ça fait un peu d'écho. D'accord. Donc oui, tu réponds bien sûr. Et après d'ailleurs, je vois que Molly, parce que quand je t'écoute, je ne regarde pas la conversation qui s'écrit à droite de l'écran, mais il y a Molly qui a plein de questions, David aussi qui parlait de l'islam, mais Molly aussi qui a plein de questions, donc elle pourra les poser directement. Alors, j'essaie de revenir en arrière sur les questions. Le rapport, on parlait du rapport avec, alors je ne prends peut-être pas dans l'ordre, mais le rapport avec des choses initiatiques comme la franc-maçonnerie, le soufisme, etc. Je suis à peu près certain qu'on peut trouver des similitudes et qu'on peut faire des études qui permettraient de voir des choses qu'on retrouve dans l'un comme dans l'autre. D'ailleurs, ça a été fait, on parle de la théosophie, je crois que c'est Régis d'Héricourt qui a écrit quelque chose dans lesquels il trouve des similitudes entre la théosophie et la scientologie. Oui, si vous voulez, pardon, oui, il y a eu des choses publiées là-dessus, je peux vous envoyer des choses, hein, notamment au niveau de la cosmogénèse. Hein. Voilà, donc ces études existent. Pour ce qui est de la pratique scientologue et pour le scientologue lui-même, ça n'a pas véritablement grand intérêt dans le sens où la scientologie se suffit elle-même. C'est-à-dire, voilà, c'est une religion qui ne vient pas d'une autre religion, elle n'est pas née d'une scission d'une quelconque autre religion, et donc elle forme un tout, une tautologie qui suffit elle-même. Et je ne serais pas, moi, très bien qualifié. Moi, à titre personnel, je connais un peu la théosophie. Oui, je vois des similitudes, mais je vois aussi énormément de différences et beaucoup plus de différences que je ne vois de similitudes. Pareil pour la franc-maçonnerie, j'ai des amis qui sont francs-maçons, ça m'est arrivé d'organiser des réunions entre francs-maçons et scientologues. C'est extrêmement différent. La franc-maçonnerie n'a pas de corpus scriptural dans le sens il n'y a presque pas d'écrit en franc-maçonnerie. Alors oui, on peut voir cette idée qu'on doit s'améliorer soi-même. C'est vrai que ça existe en franc-maçonnerie, mais au-delà de ça, il n'y a pas énormément de comparaisons possibles, à part que bien sûr, comme pour n'importe quelle... même avec n'importe quelle autre religion, il y a une volonté d'amélioration. Et bon. Voilà, donc je pense que les comparaisons sont possibles. On peut trouver des éléments qui se rejoignent. Ça peut être intéressant pour des chercheurs, mais voilà, moi, je préfère l'avoir comme une tautologie. Et à la limite, je trouve que c'est beaucoup plus dans le bouddhisme qu'on va trouver des choses qui ressemblent. Il y avait une question sur la capitation. La capitation, alors comme j'ai dit, la manière de financer, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas vraiment de capitation comme il y a chez les francs-maçons. Il y a surtout le fait que quand les gens font des services, étudient des cours, ils payent pour ces cours. Donc, c'est plutôt comme ça. Et puis après, on a des programmes sur lesquels il y a du fundraising, c'est-à-dire des levées de fonds, par exemple, pour construire une église. Et puis, on peut tout de même être membre de l'Association internationale des scientologues, auquel cas, effectivement, il y a une adhésion qui doit coûter $500 par mois, je crois, par mois, par an, l'adhésion annuelle, et qui pourrait peut-être se rapprocher de ce que vous appelez la capitation. Mais voilà. Mais vous disiez qu'en franc-maçonnerie, il n'y a pas de texte, il y a quand même tous les rituels. Il y a un certain nombre de rituels en fonction des loges, des différentes obédiences qui constituent quand même les textes fondateurs avec la constitution d'Andersen aussi. Enfin bon, il y a pas mal de... Oui, il y a beaucoup d'écrits en maçonnerie. Désolé, c'est vrai qu'il y a des textes. En fait, je voulais comparer le volume. Quand je parlais Ah oui.
Ah oui. de 100 000 pages. 100 000 pages comparé à ce qui est en maçonnerie, c'est très différent. Or, la scientologie est une religion qui s'étudie beaucoup. Donc, et on étudie les écrits. Donc, c'est une différence. Hein. Ce n'était même pas une critique. Oui, oui, ah non, mais je comprends bien. Mais la franc-maçonnerie n'est pas considérée comme une religion, mais comme une voie initiatique, hein, comme un plus du développement personnel. Ouais. Et surtout, là, dans la franc-maçonnerie, il y a beaucoup de loges différentes avec des textes différents, alors que là, effectivement, dans la scientologie, c'est un bloc. Voilà. Bien, si je peux passer à la Molly, tu es présente? Molly? Non? Tu es là? Oui, pardon. Oui, Alors, est-ce que tu peux poser les questions oralement que tu as écrites? Est-ce d'accord. que En fait, c'est toi qui avais écrit ça? il Les y a toutes femmes en haut de la hiérarchie, tu demandes s'il y a des femmes, est-ce qu'il y a des scandales intérieurs, est-ce qu'il y a des abus sexuels, est-ce qu'il y a des rumeurs ah oui, les rumeurs de personnes enfermées à Clearwater. Bon, moi j'y suis allée, alors effectivement, je n'ai pas visité les souterrains, mais je ne pense pas qu'il y en ait parce que c'est au bord de l'eau. Donc s'il y a des souterrains à Clearwater, c'est comme le fait d'avoir l'impossibilité d'avoir une cave à Bordeaux sur les quais, j'en sais quelque chose, parce que ça serait inondé. Alors, bouddhisme, vas-y, tu es là, je ne te revois plus, mais Oui, le bouddhisme, voilà, voilà. Oui, en fait, toutes les questions qui me sont venues à l'esprit, c'était est-ce qu'il y a des. Première question, c'était est-ce qu'il y a des pays où il n'y a pas de scientologues? Je pensais juste à la Chine ou même des régions de la France comme la Bretagne. Quand j'avais fait des recherches, j'avais du mal à trouver des scientologues en Bretagne. Ça, c'est ma première question. Je sais pas. C'est bien de Peut-être je peux comparer répondre la Chine et la Bretagne, c'est très bien. C'est peut-être plus facile si je réponds à chaque question au fur et à mesure. D'accord. Comme ça. Donc, sur cette question, effectivement, la Chine n'a pas d'église de scientologie. Taïwan en a. Il y a beaucoup de scientologues à Taïwan. On a une très grande église et plusieurs missions à Taïwan. Mais par contre, il n'y en a pas en Chine. Et en Bretagne, je crois qu'il y a une mission à Vannes. Oui, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de mal apparemment. Je crois que ce que j'avais cherché, en fait, ils ont fermé. Mais c'était il y a une dizaine d'années. Hein. C'est possible. Je me rappelle, moi, aller à la mission de Vannes il y a longtemps, mais je n'y suis pas passé depuis longtemps, donc je ne peux pas vous dire. Il y a eu une très forte résistance, justement, parce que dans le groupe Ah oui. auquel je participe un petit peu, où il y a beaucoup d'anciens bretons catholiques, c'était vraiment une grande résistance, apparemment. Il y a beaucoup, moi, je connais beaucoup de Bretons scientologues, mais c'est vrai que c'est possible que cette mission à Vannes n'existe plus, j'en sais rien. La relève après David Miscavige, est-ce qu'elle est déjà un peu prévue ou pas? Il faudrait lui demander parce que moi, je ne suis pas au courant. J'espère qu'on prévoit quand même. Et je fais confiance, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Et j'espère qu'il va vivre encore quelques années parce qu'il s'en sort bien. D'accord. Est-ce qu'il y a des femmes également au haut de la hiérarchie du clergé, par exemple? Il n'y a que ça. Je vais vous donner un exemple quand je dis il n'y a que ça. Il doit y avoir en France 6 églises et 6 missions. Et alors pour les missions, je ne sais pas, parce que je n'y ai pas été depuis longtemps, mais toutes les églises sont dirigées par des femmes. Ce n'est pas obligatoire, hein, c'est factuel. Donc, il y a dans le management de l'église, je dirais au niveau national, je le sais, au niveau continental, notre bureau continental qui gère toutes les églises d'Europe est dirigé par une femme. Et il y a effectivement, bon, il se trouve que David Miscavige est un homme, mais rien ne dit que la personne qui lui succédera sera un homme aussi. Mais il y a énormément de femmes dans le management de l'Église. D'accord. Moi, quand je vais visiter les églises, si je peux me permettre d'ajouter une réponse, j'en ai visité quand même beaucoup. Beaucoup étaient tenus, dirigés par des femmes. Hein. Ouais. Une autre question, c'était juste pour savoir s'il y avait un processus en scientologie pour s'il y avait un problème ou des abus, etc. Est-ce qu'il y a un processus qui doit être suivi ou pas? Disciplinaire, tu veux dire? Par exemple, oui. On a une discipline interne, absolument, c'est-à-dire qu'on a un système disciplinaire pareillement codifié avec des règles d'éthique, bon, ce serait assez loin à développer, mais ça existe et c'est bien développé. Donc oui, oui, ça existe. Ça va et puis la sanction, je dirais, suprême, il n'y a pas de violence corporelle, contrairement à la règle de Matthieu dans certains mouvements, mais ce serait l'exclusion. Donc, ça peut arriver que si une personne vraiment commet des abus, elle soit exclue. D'accord.
Vous avez fait des parallèles un petit peu avec le bouddhisme, et vous avez parlé par exemple des vies passées, donc je pensais réincarnation, etc. Est-ce que comme dans le bouddhisme, il y a d'autres formes que la forme humaine au niveau de l'incarnation? Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, on ne considère pas qu'on va se réincarner dans un scarabée. Ça n'existe pas. Maintenant, c'est vrai que théoriquement, il n'y a rien qui... Bon, il y a- c'est bon, ça, tu me rassures parce que j'avais très peur de… Mais surtout toi, Bernadette, surtout toi. Mais bon, théoriquement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc, la forme humaine est pas théoriquement la seule possible. Mais il n'y a pas un système, ni comme dans le bouddhisme, ni surtout comme dans l'hindouisme, où selon son karma, on va aller dans certaines formes animales ou pas. Et puis, si on s'en sort bien dans la forme animale, on revient dans la forme humaine. Il n'y a pas cette hiérarchisation de réincarnation. D'accord. Je vais peut-être juste poser encore une question, parce que je ne veux pas monopoliser la parole non plus. Les questions. Rituel, est-ce que vous utilisez le terme rituel en scientologie? Et par exemple, le baptême, en quoi ça consiste? Alors, on n'utilise pas spécialement le terme rituel, bien qu'on puisse, enfin entre nous, hein, mais bien qu'on puisse considérer que beaucoup de choses sont des rituels. Le baptême est appelé cérémonie d'attribution du nom. Ça consiste à ce que l'enfant, ça ressemble un peu à un baptême chrétien traditionnel, si ce n'est que le discours qui est prononcé est un peu différent, puisque les rituels, je dirais, traditionnels de baptême, on explique que l'enfant, on dit à la communauté que l'enfant, on va lui donner absolument toute la connaissance qu'on a, tout l'amour qu'on peut lui donner, l'aider à s'en sortir dans la vie. C'est aussi le rôle du parrain et de la marraine qui sont à ce moment-là nommés et présentés à l'enfant, mais que si un jour il choisit une autre voie que celle du groupe ici présent, il faudra respecter. Donc il y a cette, je dirais, il y a cette dimension de choix qui est finalement importante pour nous parce que, comme je l'ai peut-être dit, on considère que la scientologie, c'est quelque chose qui ne peut pas être imposé. Si vous voulez, ça doit être fait parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a envie soi-même de résoudre des choses quand on arrive. Et ce n'est pas quelque chose qui, dans le futur ou à n'importe quel moment, pourra s'imposer, parce que le fait de l'imposer lui enlèvera finalement tout ce qu'il a de bon, puisque ça peut être, c'est quelque chose qu'on fait et qui porte ses fruits parce qu'on le fait de manière volontaire. J'ai une réponse à toi pour les missions en Bretagne, mais ce n'est pas vraiment la Bretagne, mais David nous indique qu'à Angers, il y a une mission qui est toute la Non, à Angers, il partie y a même une ouest. église. Voilà, Absolument. À toute la Angers, il y a partie une église. ouest. Voilà. Oui. Voilà. Bon, alors je vois, Anthony a des questions, je pense, mais n'importe qui peut lever la main, je ne vois pas trop, mais allez-y. Ah, j'ai Suzanne Durutier a une question, pardon. Suzanne, tu es là? Suzy? Suzy? Euh, On n'entend pas, votre micro ne doit pas être branché. alors Suzy, voilà, tu es là? Alors, elle est Vous peut-être… entendez là? Ah oui, oui, on t'attend, Maintenant, oui. vas-y. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de jeunes, hein, que la scientologie attirait beaucoup de jeunes. Est-ce qu'il y a un profil particulier ou est-ce que c'est très varié comme origine sociale, comme origine… voilà. C'est assez varié comme origine sociale, avec, je dirais, il y a une barrière qui, à l'heure actuelle, est assez difficile, c'est-à-dire qu'il faut être capable, pour étudier la scientologie, de pouvoir lire Oui, et de pouvoir étudier. oui, Donc, une personne qui, par exemple, serait issue de l'immigration et aurait un problème avec la langue, et donc aurait du mal à pouvoir étudier le français quand il est en France. C'est sûr qu'on a beaucoup de traductions dans d'autres langues qu'il pourrait étudier, mais ça peut être difficile pour lui, puisque la personne qui l'aidera à étudier ne parlera pas forcément la même langue. Donc, on a cette problématique, je dirais, sur les populations immigrées qui ont un problème avec la langue. Et puis, à part ça, c'est vrai qu'une personne qui n'aurait pas les capacités d'étudier aurait à l'heure actuelle du mal. Donc, je dirais à terme, c'est quelque chose qu'on veut résoudre aussi parce qu'on a beaucoup de programmes contre l'illettrisme et pour permettre aux gens d'apprendre à étudier. Mais dans les faits aujourd'hui, je dirais que ce que j'ai l'impression de voir, alors ce n'est pas basé sur une étude sociologique poussée, mais c'est que du coup, on a un certain niveau d'études dans les gens qui arrivent en scientologie qui est assez élevé par rapport à la moyenne. ouais, d'accord. Parce que c'est des gens qui sont capables d'étudier. Oui. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui a un faible
niveau d'études ne peut pas le faire, mais je dirais, si on prend une grosse masse, il y a quand même un niveau d'études assez élevé. Et qu'est-ce qui les attire surtout dans la scientologie? C'est une bonne réponse. Je pense que ce qui attire dans la scientologie, c'est l'aspect pratique de cette religion. C'est-à-dire que c'est difficile à dire, mais vous avez d'abord énormément de choses que vous pouvez mettre en pratique dans votre vie de tous les jours et améliorer plein de pans de votre vie. Donc, ce n'est pas une religion où on vous demande de croire à quelque chose et que les choses vont changer juste parce que vous y croyez. Ça demande d'étudier, de comprendre les phénomènes de la vie tels qu'ils sont décrits, de le mettre en application et de voir que ça fonctionne. Et quand on voit que ça fonctionne, honnêtement, ça rend heureux. Après, j'ai parlé de l'audition. Je veux dire, l'audition, ça change la vie d'un individu de manière spectaculaire. Moi, si je veux parler de mon expérience personnelle, j'aurais énormément de mal à vous dire tout ce que ça a changé. Mais c'est comme si on est avec un potentiel. Je suis toujours moi-même, hein, comme j'étais quand j'étais petit et comme j'étais certainement dans mes vies passées. Mais je suis moi-même, mais simplement, au lieu d'avoir tout un tas de choses qui m'empêchent de vivre en étant heureux, en étant efficace, en faisant ce que j'ai envie de faire, en réalisant mes rêves, et bien, toutes ces choses-là ont progressivement disparu. Alors, c'est sur une échelle, hein, ce n'est pas du jour au lendemain, le jour et la nuit, mais progressivement, on découvre des choses qui peuvent nous rendre beaucoup plus heureux, on est beaucoup plus à même de créer des relations fortes et durables avec les autres, on devient plus altruiste, et en même temps qu'on devient plus altruiste, on est en même temps capable de s'occuper de soi de manière plus efficace. Donc, toutes ces choses-là qui sont finalement concrètes, même si elles sont d'ordre spirituel, même si elles sont d'ordre subjectif, elles sont des choses concrètes. Et moi, je pense que c'est pour ça que les gens, une fois qu'ils ont découvert la scientologie, ils vont rester en scientologie et ils vont continuer en scientologie. D'accord, d'accord. Merci. Je vous en prie. Anthony, vous aviez des questions? Oui, alors j'aurais quelques questions. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur Roux, pour votre intervention. Et puis, alors j'aurais des centaines de questions, mais je vais me restreindre à 3 questions. Merci, merci. Alors, la première question, c'est, vous avez dit tout à l'heure que le travail de la scientologie était fini, pour ainsi dire, au point de vue de la récolte des textes et des enseignements. Pourtant, il me semble avoir vu et entendu depuis quelque temps des annonces concernant en fait l'arrivée des grades 9 et 10, donc, qui seraient bientôt disponibles, Oui, c'est vrai. notamment aux membres de la SIORG. Donc, je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. D'accord. Alors, sur cette question, alors pour que les autres comprennent, en scientologie, il y a plusieurs niveaux qu'on gravit progressivement, qui sont dans un grand tableau qu'on appelle le pont vers la liberté totale. Et il y a des niveaux qui sont des niveaux supérieurs, qu'on appelle les niveaux de OT, ça veut dire, alors bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, sinon on en a pas longtemps, mais disons que c'est des niveaux supérieurs. Et aujourd'hui, on ne va à ce niveau supérieur, numéro 8. Les autres ne sont pas encore disponibles. Donc, le plus haut que les scientologues ont pu atteindre jusqu'à aujourd'hui, c'est le niveau 8 de cette série. Mais ça ne veut pas dire que les autres niveaux qui vont jusqu'à 15 n'existent pas déjà. Par contre, il y a eu des consignes qui faisaient qu'ils ne pourraient pas être délivrés, être donnés avant un certain temps et avant que la scientologie ait atteint une certaine taille, et il y a certains critères à respecter. Donc, ça ne change rien à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ces niveaux ont été développés par Ron Hubbard, mais par contre, vont être disponibles dans quelques années. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 5 ans, vont être disponibles. Alors, je ne sais pas si ça va être que pour les membres de la CIOR, comme vous avez dit, de l'organisation maritime, ou pour l'entièreté des scientologues directement, ceux qui ont déjà atteint le niveau 8, hein, j'entends. Mais ça reste des textes de Ron Hubbard, des procédés développés par Ron Hubbard, qui ne sont pas encore disponibles pour tout le monde. Mais il y a peu de gens, est-ce que tu peux dire, parce que je me souviens avoir interviewé certaines personnes qui me disaient, moi je suis au T7 par exemple, au T8, mais je pense que c'est comme à l'université, c'est-à-dire plus on monte vers le doctorat, l'habilitation, etc., moins il y a de gens, c'est ça? Oui, bien sûr, ouais. Voilà, c'est ça. Hein, voilà, il y a moins de 10 000 personnes qui ont atteint le niveau 8. C'est ça, voilà, parce que ça demande des années d'études et tout ça. Oui, d'accord. Alors, vous aviez 3 questions, Anthony.
Oui, alors je voudrais revenir sur le principe de l'audition. Mhm. Et en fait, je me posais la question, est-ce que, donc je comprends tout à fait que l'audition puisse être bénéfique pour un individu, mais est-ce que d'une certaine manière, c'est pas un peu ce système qu'on reproche, qu'on peut reprocher à la scientologie, notamment que les antisectes reprochent à la scientologie, c'est-à-dire le fait de se confier en fait à quelqu'un de manière très personnelle, confier des choses dont on n'a pas envie que d'autres personnes soient au courant. Est-ce que par ce système-là, euh, est-ce que ça ne serait pas justement la source de dérive qu'il peut y avoir parce qu'au final, les hommes ne sont que des hommes. Enfin, j'entends Oui, je dans comprends. cette existence sur cette terre et peuvent être faillibles et justement pourraient utiliser ces informations à mauvais escient dans des histoires de chantage ou des choses comme ça, parce qu'ils possèdent des informations justement sensibles sur des individus. Alors, je comprends tout à fait. D'abord, il faut savoir qu'un auditeur est censé respecter le code de l'auditeur. C'est la première chose qui interdit, mais alors absolument et complètement, la divulgation d'une quelconque information qui a été donnée par une personne lors d'une séance d'audition. Donc, l'auditeur n'a absolument pas le droit. Maintenant, vous allez me dire, les hommes sont faillibles, donc un auditeur pourrait être faillible. L'Église fait en sorte que les choses qui sont confiées soient absolument gardées secrètes. Il y a quand même une sécurité. Tout ce qui est dans le dossier qui suit la personne dans l'audition est extrêmement sécurisé et on fait en sorte que ces dossiers ne puissent pas passer dans des mains qui ne sont pas autorisées à le faire. Donc, on a une protection, je dirais, des paroissiens qui pratiquent l'audition, de telle manière que ce genre de dérive ou ce genre d'abus ne puisse pas se produire. Et après, alors bien sûr, je ne peux pas vous promettre qu'un cas sur 1 million, il n'y a pas quelque chose, à un moment donné, un auditeur qui dise quelque chose qu'on lui a confié. Maintenant, je vais vous donner des exemples. Moi, à titre personnel, donc, je pratique l'audition. Au fil du temps, je suis devenu quelqu'un de public, donc je pourrais avoir peur que quelqu'un dévoile ce que j'ai. Et je n'ai jamais eu cette crainte parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que plus vous pratiquez l'audition, moins vous avez de secrets dont vous avez peur. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, je veux dire, quelqu'un pourrait déballer tous les secrets que j'ai dit à mon auditeur. Bon, il y en a peut-être qui ne sont pas glorieux, vous savez, on est tous des hommes, mais qu'importe, parce que ce qui se produit, c'est qu'au fur et à mesure que vous pratiquez l'audition, vous devenez plus fort, vous devenez plus heureux, vous n'avez plus de doutes, les doutes que vous aviez avant, et vous devenez plus honnête, justement, de par ce dialogue que vous avez avec une personne. Et quand vous êtes libéré de cette chose-là, bah, si quelqu'un veut déblatérer sur vous, bah, qu'il déblatère sur vous. Je dirais celui qui n'a jamais péché, qu'il me lance la première pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça se produit en scientologie. Et moi, du très grand nombre de scientologues que je connais et qui pratiquent tous l'audition, il n'y en a aucun qui a vraiment de l'attention sur ce qu'il a confié à son auditeur. Ça n'existe pas. Après, il y a eu, bien sûr, on essaye d'en faire, parler des antisectes, ils essayent d'en faire quelque chose en disant oui, ils détiennent des secrets, c'est comme ça qu'ils maintiennent les gens. Ben, je veux dire, ça c'est des techniques de... j'ai eu cette accusation avec les services secrets russes, quand on sait que c'est les services secrets russes qui, eux, pratiquent ce genre de choses et qu'ils aimeraient bien être au courant des secrets des gens parce que c'est comme ça qu'ils vont fonctionner. C'est pas que les Russes, hein, je veux dire, c'est une technique de service secret qui est bien connue. Bon, ça n'a rien à voir avec l'audition. On fait en sorte que les auditeurs aient un niveau d'éthique très haut, le plus haut possible, et on fait en sorte, on a une discipline interne qui fait que ce genre de choses, en tout cas, n'arrive pas ou est rapidement résolu quand ça se produit. Si je peux rajouter peut-être une explication, parce qu'effectivement, ce qu'Anthony dit, c'est une des accusations récurrentes, hein, que si telle personne, Tom Cruise par exemple, Travolta, reste dans la scientologie, c'est parce que sinon on va révéler tout un tas de choses sur eux, etc. Mais, et ça vient du fait qu'en fait, comme tu dis, tout ce qui a été tout ce qui a été dit lors des auditions est conservé. Et donc moi-même, j'ai posé la question à Los Angeles, à des responsables, en me disant, mais pourquoi vous conservez tout ça? Puisqu'effectivement, à partir du moment où vous conservez la trace, où il y a un fichier, comme aux renseignements généraux, ça peut tout d'un coup être révélé. Et la réponse a été très intéressante parce qu'on m'a bien expliqué qu'en fait, on garde trace de tout ce qui a été dit
parce que si au bout d'un certain nombre d'années, la personne ne va pas mieux, c'est-à-dire si la personne ressent encore des aberrations, etc., etc., il faut pouvoir revenir au début de ces auditions pour voir là où on a fauté, c'est-à-dire en fait où l'auditeur n'aurait pas repéré un problème et ne l'aurait pas traité à ce moment-là. Et donc en fait, le fait de garder des dossiers, enfin le fichier, c'est pas pour dénoncer la personne ensuite, mais c'est pour pouvoir, au cas où il y aurait un problème, pouvoir repartir en arrière. Ça suppose évidemment repartir et pouvoir avoir donc des archives très précises. Donc j'avais trouvé ça, moi on me le disait, moi j'étais absolument pas ni anti-sec ni journaliste, donc on me l'a pas dit pour me faire plaisir, hein, mais c'était tout à fait intéressant d'entendre ça. Ouais, ça, c'est tout à fait vrai. Et je rajouterai une autre chose, c'est que dans ces dossiers, il est très rare qu'il y ait des détails croustillants pour une raison. Alors, parce qu'il faut savoir comment ça se produit l'audition. Imaginons qu'une personne est sur un programme d'audition dans lequel il va dire des transgressions de codes moraux qu'il a commises. Ben, l'auditeur va certainement noter, au lieu de noter tout le détail de la transgression, et pendant qu'il est en train de parler, il va noter sur la feuille, le PC communique une transgression. Le PC, PC, c'est le préclair, c'est la personne qui va devenir, qui est en progression. Donc, la plupart du temps, il n'y a même pas les détails qui sont croustillants. Alors, ça peut arriver pour certaines procédures particulières, mais ce n'est pas non plus obligatoire. C'est un peu le principe de la confession dans le domaine catholique, hein. Oui, Il y a des prêtres qui ont couvert des meurtres, tout un tas d'horribles. L'histoire des prêtres pédophiles, c'est en grande partie enfin, le secret vient en partie de là, c'est qu'en fait, même quand on sait que la personne a commis des pires choses, on ne doit pas le révéler. Et donc, ça fait partie du code. Alors, évidemment, après, il y a la justice des hommes et la justice religieuse qui disons, qui ne sont pas sur le même niveau, mais c'est un petit peu la même idée. Alors, est-ce qu'il y a une troisième question, Anthony? Si personne voilà. je ne vois pas d'autres mains qui se lèvent. Alors, Anthony, vous avez droit encore à une question. Merci, madame. C'est donc une dernière question et qui est un peu plus tournée vers la biographie de Ron Hubbard, puisque c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, et justement qui rejoint ce côté croyance de la libération des peurs avec l'avancée spirituelle, avec aussi les similitudes qu'on peut faire avec le bouddhisme et les croyances de l'homme en tant qu'être spirituel qui survit à la mort du corps. Est-ce que, selon vous, et à titre purement personnel, on va dire, qui n'engage que vous, il y aurait pas quand même... est-ce que Ron Hubbard n'aurait pas également pioché dans des croyances un peu plus ésotériques que scientifiques, comme il aimait appeler justement ces méthodes scientifiques? Est-ce qu'il n'aurait pas pioché un peu vers l'ésotérisme? Et notamment, je sais qu'il a été pendant un temps, dans le milieu des années 40, il me semble, en contact avec une loge de l'Ordo Templi Orientis de Pasadena, en Californie, qui était dirigée par Jack Parson. Donc, je sais qu'il a été un peu dans cette loge-là, Oui, tout à fait. il a tenu avec ces personnes-là. Et... Anthony, dites ce que vous faites vous-même comme recherche pour. Moi, je travaille sur l'Ordo Templi Orientis, hein, et j'ai travaillé également dans le cadre de ma première année de master avec la mission de scientologie de Bordeaux. Donc tout ça se recoupe un peu dans mes recherches. Un vrai disciple, c'est un disciple. Alors pour répondre à la question, tout d'abord, je pense que d'une manière générale, Ron Hubbard était quelqu'un qui était extrêmement curieux, c'est-à-dire il a pu aller voir absolument partout, dont dans l'Ordo Templi Orientis, dont il parle parfois dans certaines conférences. Alors, je ne sais plus s'il cite Jack Parson, mais c'est possible. Mais il cite Crowley à certains moments et il explique aussi les différences entre ce qu'avait développé Crowley et puis ce que lui a développé. Donc, de toute façon, je pense qu'il avait étudié des philosophies indiennes, il avait étudié tout un tas de choses, donc il n'y a pas de... C'est pas la question de savoir s'il a pioché ou pas, la question et la manière dont il le présente, c'est de dire si les choses que j'avais lues auparavant avaient fonctionné, ben, je les aurais gardées. Mais à un moment donné, j'ai dû faire table rase de tout ce que j'avais vu et repartir à zéro pour voir comment ça fonctionnait. Et effectivement, on va tomber sur des trucs qui avaient déjà été découverts, mais qui n'avaient jamais été ordonnés de la manière dont ils ont été ordonnés en scientologie, qui n'avaient jamais été creusés et validés de cette manière, et qui souvent, alors ça c'est ce qu'on croit nous, hein, après on peut ne pas être d'accord, mais qui souvent sont mêlés de choses fausses.
On a une chose vraie et plein de choses fausses autour, donc ça devient impraticable. Donc ça, c'est le développement de la scientologie. Et sur l'aspect Jack Parsons, en fait, je vous encouragerais, parce que sinon il faudrait qu'on ait une très longue discussion, mais je crois que Massimo Introvigne a écrit il y a peu de temps un nouveau document justement sur ce passage de Ron Hubbard au sein du Ordo Templi Orientis. Et je me rappelle que c'était passionnant ce qu'il a écrit. Donc, si je peux le retrouver, et si Bernadette, tu fais le lien entre nous et nous connecte par email, je peux soit le retrouver en ligne, soit vous l'envoyer parce que je dois l'avoir. D'accord. Avec plaisir. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on va te remercier pour Je vois ce qui- Anastasia qui lève la main, moi. Ah, mais elle a parlé au début déjà, je ne sais pas si elle a... Ouais. Tu as encore des questions, Non, Anastasia? c'est peut-être qu'elle avait. Non, non, c'est une erreur. J'ai juste D'accord, oublié très de baisser la main. Alors, si plus personne n'a de questions, je vais te remercier parce que c'était vraiment passionnant de t'écouter. Moi, je te connaissais, mais je ne connaissais pas en fait tous les détails. Je n'avais pas de fichier sur toi, de dossier sur toi. Donc là, je vois que tu t'es révélé un petit peu plus. Tu m'as rassuré, je ne vais pas devenir un scarabée dans une autre vie. Donc ça, c'est déjà bien. Et je vais remercier tout le monde parce qu'on est encore à suivre à 20, mais on a été jusqu'à 29 personnes et ensuite il y en aura beaucoup plus qui nous suivront en ligne. Donc merci infiniment alors à tout le monde parce que c'est vraiment très agréable d'avoir comme ça des gens qui écoutent semaine après semaine. Et donc je vais arrêter l'enregistrement, mais on va continuer à discuter entre nous. Donc,